Hey guys, j'espère que vous allez très bien. Il commence à faire beau, la slush, la crème à glace, c'est parti. Wouh! Ah, on dirait que je suis gros antidépresseurs. Alors, j'espère que vous allez bien pour un autre épisode de Dress with Tape cette semaine. Hein. Là, on a pas que la saison est pas finie, mais tranquillement, on se rapproche de la fin. Et on a un autre superbe invité aujourd'hui, Jean-Luc Grandpierre. Juste avant que je vous le présente, ça fait longtemps que j'avais pas fait de pro-shop culturel, puis ça fait quand même plus d'un an qu'on est en pandémie, puis je me disais, bon, vous avez sûrement un certain roll-ball là, des services de streaming, Netflix et compagnie. Vous avez sûrement fini les services comme on finissait des jeux vidéo. Et c'est pourquoi cette semaine est venu à mon attention un vieux documentaire, vieux, 11 ans, un documentaire qui date sur les Stachny. Puis j'avais vu plusieurs reportages à travers les années, mais il y en a un que je trouvais qui était assez intéressant, qui est sur YouTube. Et le nom du documentaire, pour le trouver sur YouTube, c'est Stachny entre parenthèses documentaire, qui est, on dirait, un nom de fichier un peu approximatif. Mais c'est en fait un documentaire qui avait été diffusé à Télé-Québec en 2010 sur l'histoire des frères Stachny. Évidemment, Peter, Anton et Marianne. Il y a des portions qui sont filmées en Slovaquie, il y a des portions en slovaque, il y a des portions, mais évidemment toutes avec les sous-titres en français, des bouts aussi avec les gars qui parlent très bien français. Anton a un accent français, Marianne a un golf, terrain de golf, je pense, et puis un hôtel à Québec. Peter, là, il est plus anglophone, il parle français aussi, mais il a habité plus aux États-Unis avec ses enfants. On se rappelle que Paul Stachny et membre de l'équipe américaine, son fils. Donc voilà, donc c'est pour tous ceux qui connaissaient pas, qui étaient peut-être moins familiers avec le fait, qu'ils ont fui. Ils ont quand même fui par la backdoor, une espèce d'histoire un peu James Bond qui a failli virer au cauchemar, il trouvait pas Anton. Bon, peu importe, toute l'histoire des Stachny et qui est dans ce documentaire-là sur YouTube. Je le rappelle, c'est Stachny. S-T-A-S-T-N-Y, entre parenthèses, documentaire, et c'est posté par le compte de Richard Hamel. Je sais pas si c'était un gars qui écoute le podcast, mais on le salue, parce que je le dis parce qu'il y a tellement d'affaires sur les Stachny, puis de reportages, puis de docu, que c'est pour l'identifier. Donc voilà. Également, je sais, ça va être difficile dans 2 semaines. En ce moment, je l'enregistre toujours d'avance pour les membres du Patreon, mais j'ai recommencé à faire des spectacles. Là, on se croise les doigts au moment d'enregistrer ceci. Le gouvernement a annoncé que à Montréal, le couvre-feu revenait à 8 heures, malheureusement. Mais mon show du 16 avril au terminal, que les gens avaient acheté même des billets l'année dernière, il y a 1 an, a quand même lieu juste plus tôt, en tout cas, à ce moment-ci, on touche du bois. Sachez que j'ai d'autres dates qui s'en viennent en mai et en juin, et c'est complètement du nouveau matériel. J'essaye, ça fait 1 an qu'on n'a pas joué, j'ai que du nouveau matériel. C'est un peu casse-gueule, c'est un peu fou, mais si vous êtes game de venir écrire un nouveau show avec moi, des nouvelles tunes, des nouvelles jokes, des nouvelles idées complètement burlesques, parce que je sais pas si le mot c'est burlesque, mais en tout cas absurde. Ça se passe au terminal. Donc les dates vont être, évidemment, vous allez voir sur mes réseaux sociaux, mais davidbocage.com, les dates devraient être mises en ondes. Puis si on est capable de faire 2 shows par soir, dépendamment des heures de couvre-feu, on va le faire et essayer de rentrer le plus de fois 30 personnes à la fois. Donc voilà, merci à ceux déjà qui ont leur billet, ça me fait extrêmement plaisir, ça me fait chaud au cœur de venir tester des jokes malaisantes. Des fois voulus, des fois pas voulus. Des fois c'est des malaises voulus, des fois c'est peut-être c'était pas drôle finalement, mais c'est le fun de faire ça. Puis je pense que ce qui est cool aussi, c'est que tout le monde a juste tellement envie de pas être chez eux en ce moment que ça donne des moments un petit peu là, le fun. Alors voilà, donc allez checker ça, davidbocage.com, il y a des shows qui s'en viennent, et également en espérant que ça se passe bien, mais encore une fois, on touche du bois, mais je risque d'aller accompagner mon ami Pierre-Yves Desmarais dans son petit leg gaspésien. Donc, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent de partout au Québec, et évidemment qu'une partie de mon cœur est en Gaspésie. Mon père qui est de New Richmond, on a une maison là-bas, donc ça serait, si je touche du bois, mais la première fois que je joue à New Richmond de ma vie, puis je suis passé en Gaspésie avec la tournée Catherine, puis tout ça, puis on n'avait même pas joué à cet endroit-là précisément. Donc, j'espère franchement qu'on va se voir là-bas, en première partie de Pierre-Yves, là, pour l'occasion, et tout ce qui est un peu l'Est du Québec. Please let us be God. OK. Alors aujourd'hui, Jean-Luc Grandpierre qui débarque à Dress with Tape. Encore une fois, les merveilles de la technologie, c'est que les portes qui ont été ouvertes un peu par la pandémie et Zoom, parce que Jean-Luc habite à Columbus, en Ohio, où il a
évidemment joué pendant plusieurs saisons. Peut-être certains se rappellent de lui avec les Sarres également de Buffalo. Il a d'ailleurs une panoplie d'anecdotes sur les Dominique Hachek et autres joueurs de notre enfance de ce monde dans le podcast. C'est un gars extrêmement sympathique, extrêmement gentil. Il est vraiment adorable. J'espère qu'il va repasser au Québec prochainement. Je l'ai rencontré le 12 mars 2021. Donc là, déjà, vous avez remarqué dans les derniers épisodes, des épisodes plus récents. Ça, c'est vraiment cool aussi. Je n'ai rien d'autre à dire pour présenter ce gars-là. Vous allez voir, il est adorable et il se présente, il se passe de présentation, mais surtout, on n'a rien à rajouter. C'est un gars adorable. Tu as envie de prendre une bière avec lui. Puis il y a encore, pour un gars qui habite aux États-Unis, il y a vraiment un Français qui m'a impressionné. Mais souvent, j'ai des sœurs qui ont été à l'extérieur du pays. Puis des fois, tu vois, quand tu parles plus français, sa femme est anglophone, c'est plus difficile. Puis lui, c'est vraiment étonnant, mais il a vraiment gardé une qualité de français qui m'a vraiment surpris. Donc, chapeau à Jean-Luc. Le voilà, Jean-Luc Grandpierre. Drette sur le tape avec David Bocage. Hey Jean-Luc, merci vraiment d'être là aujourd'hui. Mon plaisir. Merci à la technologie, on peut se parler. Oui. Puis on peut se voir en plus. C'est parfait. T'as-tu la chance de parler français sur une base régulière ou toi, vu que tu habites à Columbus, là, je le mentionne? Pas ici, pas autour d'ici. C'est sûr, c'est assez difficile parce que je connais beaucoup de Canadiens. Pas grand, non, je connais aucun francophone ici. Fait que à part parler à mes parents au téléphone, puis mes cousins et cousines qui sont encore au Québec, mon français est assez rare ici. T'as-tu ton gars, il est-tu né aux États-Unis? Ouais. Il est né aux États-Unis. Moi, le français, là, c'est pas fort. C'est dur de vraiment instituer la langue française quand ça t'entoure pas. Ouais. Fait que moi, quand mon garçon était plus jeune, on a commencé, j'habitais aux États-Unis. On est allé en Allemagne, en Suède. Ouais. Fait que quand il y avait 1, 2, 3 ans, on était dans tous les pays différents. Fait que comment je dirais, son cerveau, il a de la misère à assimiler n'importe quel langage parce qu'il parlait anglais, français, allemand, suédois, tout mélangé, puis les médecins, ils savaient plus qu'est-ce qui se passait avec, puis ils nous ont demandé c'était quoi notre parcours, puis on leur a dit, puis là, ils ont dit, il y a trop de langage en ce moment, ça va être difficile. C'est où tu parles juste un langage, ou tu vas falloir attendre qu'il y ait 4-5 ans pour parler. Fait que j'ai dit, on va prendre ça facile sur lui, puis on va juste parler en anglais, puis là, tu sais, une fois que t'es rendu plus vieux, c'est dur d'apprendre un nouveau langage, malheureusement. Sa mère est-elle américaine? Ouais. Sa mère est américaine, fait que puis c'est sûr, moi avec tous les voyages, puis le hockey, puis le travail, ça a été assez dur d'être à la maison pour lui parler français constamment. Fait que Toi, il parle un petit peu, il comprend, mais c'est pas quelque chose que je pratique chaque jour. Je comprends. Toi, quand tu étais à la maison, toi, tu as grandi à Montréal, là, si je me trompe pas? Ouais, je suis né à Montréal, j'ai grandi à Laval, fait que j'ai été entouré par le français seulement. Mes parents, ils ont immigré d'Haïti, fait que le français c'est le premier langage. Fait que moi, j'ai vraiment pas commencé à parler anglais jusqu'à temps que je sois rendu probablement à ma 2e, 3e année junior. Après, je me suis fait repêcher. C'est là que j'ai vraiment commencé à vraiment apprendre l'anglais là, pour le maîtriser un petit peu mieux. Et tu parlais-tu créole à la maison à Montréal? Un petit peu. Je parle, tu sais, des fois, surtout avec Zoom, à cette heure, j'ai des cousins qui sont encore en Haïti, fait qu'on fait souvent des Zooms en créole. Fait que je suis probablement celui qui parle le moins là-dedans parce que je suis pas super confortable, mais je comprends tout, c'est sûr, ouais. Ouais, c'est ça, tes parents. Parce que tantôt, tu parlais de tes cousins. Un de tes cousins a aussi joué dans la Ligue nationale. Tu peux reveal pour ceux qui savaient pas que vous étiez cousins? Ouais, Georges et moi, on est cousins assez distants, fait que c'est comme mon 2e cousin, mais ouais, Georges et moi, on a grandi, pas ensemble, mais c'est sûr qu'on a une bonne relation, surtout quand on était rendu dans les rangs professionnels, dans la Ligue américaine puis dans la Ligue nationale. Ça a été tout le temps le fun d'avoir Georges de mon côté, parce que j'avais pas besoin de me battre avec. Pas que je me serais battu avec, je suis pas fou de même, là, mais c'est sûr que c'était très bien de l'avoir non seulement comme ami, mais comme tu as dit, comme 2e cousin, c'était vraiment quelque chose de bien à avoir de mon côté.
Georges Larac, là, pour ceux qui se demandaient de quel Georges on parlait, là, c'était pas George Peros ou c'était Georges. C'était tellement familier que les gens pourraient se demander quel Georges, mais Georges Larac. Ça, vous avez jamais eu à vous battre ensemble. Est-ce que vos parents vous ont déjà dit, hey, là, je veux pas avoir de bataille entre vous deux. Est-ce qu'ils ont dû vous le dire ou Non, ça s'est jamais vraiment parlé, sérieusement. Parce que je pense que c'est quelque chose qui faisait du sens. Ouais. Pour nous, on a tout le temps eu une espèce de fraternité entre nous deux où on savait c'était quoi notre rôle. C'est sûr, Georges, il avait un rôle plus robuste que moi parce que j'étais pas nécessairement un batailleur comme Georges, mais c'est dans le junior, c'est jamais arrivé. Puis dans la Ligue américaine, il se battait, je me battais, mais on s'est jamais battu contre l'autre, c'est ça. Non, ça aurait pas été possible, là, franchement, là, des cousins. Ouais. Est-ce que quand vous en grandissant, c'est lequel des deux est le plus vieux? Georges est plus vieux que moi, ouais. Puis est-ce que pour toi, c'est un modèle? Georges, on était au même repêchage, mais Georges est un an plus vieux que moi. OK. Est-ce que pour toi, c'était comme un modèle? Est-ce que vous parliez en grandissant? Parce que Georges était à Sorel, lui. Ouais, Georges était à Sorel, fait que moi, j'étais à Laval, fait que c'était quand même... Quand on a grandi, sérieusement, je dirais, c'est vraiment plus dans le junior qu'on a commencé à se connaître un petit peu plus. C'est sûr qu'on se voit souvent à des parties de famille ici et là, mais c'est en grandissant à jouer au hockey. Tu sais, la famille, pour nous, notre famille est c'est tellement une grosse famille que, oui, je connais beaucoup de mes cousins, mais je te mentirais, je dirais, j'avais une relation directe avec chacun de mes cousins. Mm-hmm. Puis Georges et moi, c'était vraiment comme ça. Je pense que le hockey nous a rapprochés un petit peu plus, surtout une fois qu'on s'est rendu dans les rangs professionnels, dans la Ligue américaine spécialement, parce qu'on se voyait beaucoup plus qu'on s'est jamais vu dans notre vie. Fait que c'est vraiment là qu'on a commencé à se rapprocher, lui et moi. Quand vous jouiez dans le junior, on parle des années 90 pour les plus jeunes. Ouais. Tu sais, on en parle là en ce moment, c'est parce que c'est beaucoup plus à la mode, puis j'espère que c'est pas une mode, ça va rester, mais on parle beaucoup de la diversité dans le hockey, dans toutes les sphères de la société. Des joueurs de hockey noir dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en 95, 16, 17, tes années. Ouais. Est-ce combien, tu sais, pas combien il y en avait, mais est-ce qu'il y en avait dans chaque équipe? Comment tu te sentais, toi, dans ce contexte-là, à cette époque-là? C'est ça. Je dirais, il y en avait probablement un ou deux par équipe, dépendamment. Moi, je m'en souviens, à Beauport, j'ai commencé, Ian McIntyre était là. C'était un choix de deuxième ronde des Nordiques dans le temps. Il y avait moi. Puis une fois, je suis arrivé à Val-d'Or, j'étais tout seul, puis Patrice Bernier est arrivé, évidemment. Fait que Patrice et moi, on habitait dans la même pension, on était partenaires de défense, fait que c'était vraiment le fun. Puis Patrice et moi, on a encore des très bons amis, on se parle tout le temps. Il y avait Georges qui était là, Georges il était allé de Saint-Hyacinthe à Saint-Jean, puis à Granby, puis il y avait Peter Worrell, Jason Doig. Fait qu'on était quand même une bonne gang, mais je dirais pas que c'était quelque chose de commun nécessairement, mais je dirais on était probablement une bonne 10-12. Hein. Puis toi, t'étais avec Patrice en Abitibi. Tu sais, je veux dire, je pense que la communauté haïtienne à Montréal était très, très, très présente, très vivante. Tu sais, je pense que ça, c'était connu. D'être deux gars d'origine haïtienne à Val-d'Or, il faut que tu me parles de cette expérience-là. Ça devait être vraiment spécial. C'était spécial, sauf que, tu sais, dans le junior majeur, quand tu es dans le junior, c'est sûr, c'est une expérience, tu sais, pour les jeunes, je dirais, jouer hockey collégial junior, c'est comme une entrée au sport professionnel. T'es vraiment traité comme un professionnel. Fait que pour moi, j'ai jamais vu ma couleur en tant que quelque chose de... Ça n'a jamais été un challenge. Pour moi, ça, c'est sûr. Mais c'est sûr que, ouais, quand t'es noir à Val-d'Or, puis tu sais, n'importe où t'es, ils savent t'es qui parce que les gens de couleur noire à Val-d'Or, ça court pas les rues, hein. Fait qu'il y en a pas beaucoup. Fait que c'était sûr, c'était moi. Puis des fois, c'est sûr, ça a emmené de la confusion. Je me souviendrai tout le temps de la première semaine que Norman Flynn a été nommé entraîneur à Val-d'Or, on avait un couvre-feu. Puis moi, la pension où je restais, c'était un des propriétaires de l'équipe, M. Tremblay. Okay. Puis on avait un couvre-feu. Norman Flynn est arrivé parce que l'entraîneur d'avant s'était fait mettre à la porte. Puis je me souviens, on avait un match. Puis la soirée d'avant, j'étais à la maison, puis j'écoutais un film, je me souviens plus exactement qu'est-ce qu'on faisait. Puis le lendemain,
Norman Flynn m'a appelé dans son bureau, puis il dit, j'ai entendu que tu étais dans un bar hier soir. Ben là, j'ai dit, tu me niaises, j'étais chez nous. Il dit, tu vas jouer ce soir, mais je vais checker parce que tu étais dans un bar hier soir, puis c'est inacceptable. J'ai dit, Normand, je suis pas sorti, je te le dis. Fait que là, moi, j'oublie ça, je m'en retourne chez nous, puis je parle à mon monsieur de pension. Je dis, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Normand, il dit que je suis sorti hier, puis là, 3 semaines plus tard, après une victoire, on sort, on était dans un bar, puis il y a un autre noir qui habite à Val-d'Or qui est venu me dire, il dit, la semaine passée, ou je m'en souviens plus quand, je suis sorti, puis je dis à tout le monde que j'étais toi, c'était vraiment le fun. Ben là, tu sais, c'est juste pour te dire, tu sais, juste parce que c'était un noir, puis il a dit que c'était moi, là, tout le monde pensait que c'était lui, puis ça s'est rendu au nouveau coach. Fait que, c'est sûr, si tu veux appeler ça un désavantage, c'est un désavantage, mais j'ai jamais eu aucun, comment je pourrais dire, événement triste ou quelque chose de même qui s'est passé pendant mon séjour à Val-d'Or, puis sans te mentir, c'est probablement les 3 meilleures années de ma vie au hockey que j'ai passé à Val-d'Or. J'ai apprécié. Wow. Quand je me suis fait échanger à Val-d'Or, j'étais pas trop content parce que je savais que faisait froid puis c'était loin. Mais dès que je suis arrivé, ils ont ouvert la porte de la ville pour moi comme je faisais partie de la famille puis j'ai aimé toute l'expérience là-bas. Wow. Ce qui me ferait, c'est que le gars qui se disait qu'il se faisait passer pour toi, qui était noir, est-ce qu'il te ressemblait au moins ou juste pas du tout? Non, pas du tout. Non. Mais pas en tout, là, comme on dit en québécois, là, c'était voyons donc. Mais tu sais, c'est juste te dire des fois, juste parce que c'était pas commun, il dit, c'est le noir, ça doit être Jean-Luc. Mais non, c'était pas Jean-Luc. pas de danger qu'ils disent qu'il est Patrice Bernier? Je pense que Patrice est arrivé la saison d'après. Fait que Patrice, il était pas là cette année-là. Fait qu'il n'y avait pas de confusion, là. J'étais arrivé un an avant Patrice. C'est ça. T'as quand même nommé Normand Flynn, puis ça me ferait parce que Normand, ça fait tellement longtemps qu'il était à la télé que les gens, en bon un certain âge, ne savent même pas qu'il a été coach de hockey. On le connaît comme analyste parce qu'il est là depuis toujours, mais parle-moi de Normand Flynn comme coach. Incroyable. Sérieusement, je pense que, point de vue, tu sais, tu regardes ton parcours au hockey, je dirais Normand Flynn et Richard Martel ont probablement été mes 2 plus grands entraîneurs qui ont fait une différence pour moi, point de vue de comment se préparer pour les matchs, puis qu'est-ce que ton rôle devrait faire si tu veux te rendre dans la Ligue nationale. Fait que moi, j'ai tout le temps été un gars qui était doué de vitesse. Puis j'ai jamais utilisé ma vitesse sur la patinoire, mais quand Normand est arrivé, il a dit, hey, t'es vite, c'est beau, mais tu sais, pour te rendre au prochain niveau, tout le monde est rapide, tout le monde est gros, faut que tu fasses une différence. Puis pour moi, c'était le plus physique. Puis c'était pas nécessairement se battre, mais c'est juste vraiment être plus impliqué dans chaque jeu. Puis c'est quelque chose que j'ai pris à cœur, puis j'ai gardé pour moi tout le reste de ma carrière. Parce que tu sais, quand t'as 16-17 ans, t'es une éponge, hein, t'apprends beaucoup, puis avoir une bonne influence en tant qu'entraîneur-chef, ça m'a vraiment aidé. Est-ce que tu y avais dit à Normand finalement par rapport au gars qui se faisait passer pour toi? Comment ça s'est fini avec Normand, cette histoire-là? Sais-tu quoi? Je sais pas si j'ai déjà dit. Je sais pas si j'ai dit après que je me suis rendu compte qu'est-ce qui s'est passé. Sérieusement, je m'en souviens pas. Mais tu sais, encore, c'est difficile parce que pour lui, je sais même pas s'il est au courant, mais c'est juste qu'il a entendu de quelqu'un. Fait qu'il m'en a parlé. Fait que, premièrement, il faut que tu apprécies le fait qu'il est direct. C'est plate quand tu as un entraîneur qui court après 4 coins pour te rendre un message. S'il était direct avec moi, il m'a dit, t'es sorti? J'ai dit non. Il dit, bon, tu vas jouer, mais je veux juste te dire, c'est inacceptable. Puis, tu sais, ça n'a jamais été, t'es assis parce que j'ai entendu. Il y avait pas c'était pas confirmé, c'est juste une rumeur. Fait qu'il voulait savoir, puis je pense qu'il a fait la bonne chose là, mais je pense pas que j'en ai parlé après, mais peut-être, ça fait tellement longtemps. Ça fait 30 ans qu'il dit à tout le monde, il est fin Jean-Luc, mais c'est un menteur. Ce gars-là est un menteur. Ben, c'est dur, hein, surtout quand c'était ma 2e année dans la ligue, puis tu essaies de faire une impression, puis un nouvel entraîneur, tu t'entends dire qu'il est tough, puis la première impression, ton premier meeting avec le coach, il dit que t'as sauté un couvre-feu, aïe, tu te sens pas gros. Commence mal.
En tant que joueur dans ces années-là, tu sais, des joueurs de hockey qui jouaient dans le national qui étaient noirs, il n'y en avait pas eu tant que ça là, cette année. Puis dans les dernières années, on a beaucoup parlé de Willie O'Ree. Il était intronisé au Temple de la Renommée. Il y a eu un documentaire. On a d'ailleurs reçu la documentariste, là, la réalisatrice au podcast. Toi, c'était qui tes modèles quand tu avais cet âge-là? Puis tu jouais hockey mineur, junior? Moi, hockey mineur, Chris Chelios a tout le temps été mon joueur préféré. J'adorais Chris parce qu'il faisait tout sur la patinoire. Il avait pas peur. Fait que c'était vraiment une expérience incroyable de le voir jouer. Puis je me souviendrai tout le temps de la première fois que j'ai joué contre Chris Chelios. J'étais carrément aux anges. Mais je dirais Chris Chelios. Puis l'autre personne que j'ai vraiment aimé à regarder, ça a été Grant Fuhr. Puis moi, secrètement, j'ai tout le temps voulu être un gardien de but. C'était un de mes rêves d'être un gardien de but. Puis je me souviens quand j'étais tout petit, je lançais des balles dans le sous-sol avec mon gant de baseball puis mon bâton, puis je faisais semblant de faire des arrêts comme Grant Fuhr. Fait que Grant Fuhr, Chris Chelios, c'était mes deux idoles. Puis jusqu'à maintenant, à ce temps que j'ai pris ma retraite, j'ai deux gardiens, j'ai deux sets de gardiens, d'équipement de gardien pour jouer, puis je joue 2-3 fois par semaine étant gardien de but, tellement qu'il a affecté mon amour pour la position. Ben, j'ai vu à quelque part que t'es goaler amateur, que t'as gagné le Top Shelf Hockey Club en 2017. C'est quoi ça? Ben ça, là, malheureusement, Wikipédia, c'est pas tout le temps très fiable. Comment on dirait, très précis. C'est le capitaine de notre équipe, quand on a gagné le championnat, c'est lui qui est allé sur ma page Wikipédia puis il a écrit ça. C'est vraiment rien d'officiel, là. Wow. C'est quasiment une ligue de garage, là. Fait que, okay. Je suis pas si bon que ça. J'aime ça parce qu'avec Wikipédia, on peut réécrire l'histoire. Ouais, c'est ça, exactement. Dans le fond, toi, quand t'étais jeune, tu regardais les Ligues nationales, la couleur de la peau, c'était pas l'affaire. Tu te baderais pas trop de ça? Non, du tout. Sérieusement, c'est sûr, j'ai grandi, puis je me souviens de Claude Villegrin, puis je me souviens de Reggie Savage, puis de Grant Fuhr. Puis, mais ça a jamais été quelque chose que j'ai regardé, puis j'ai dit, hey, lui est noir, puis je veux être lui. Ça a jamais été le même pour moi. Pour moi, j'ai jamais vu la couleur en tant qu'un obstacle dans mon parcours. Fait que c'est quelque chose, je voulais juste être... j'aimais le hockey, je voulais être un joueur de hockey, puis j'allais faire ce que j'avais à faire pour me rendre au plus haut niveau que je pouvais, mais j'ai jamais vu la couleur en tant qu'un obstacle ou une inspiration pour moi. Tes parents, tu sais, ils ont déménagé, ils ont changé de pays pour donner une opportunité à eux puis à leurs enfants d'avoir une meilleure vie. Puis là, toi, t'arrives puis tu joues un sport où des gars se mettent de l'équipement puis se tiennent sur une lame de métal d'un demi-pouce sur de la glace. Qu'est-ce que tes parents ils pensaient de ça? Ah non, moi, je vais jouer au hockey. C'était assez drôle. La façon que ça a commencé, c'est qu'on était à Montréal, puis après ça, on a déménagé à Laval. Puis c'est sûr, tu sais, tout le monde joue au hockey-ball partout dans le quartier. Fait que moi, je joue au hockey-ball une fois de temps en temps. Puis je jouais au soccer. Mon père et mes parents, mon père est en Haïti, c'est sûr, le soccer, c'était le sport. Fait que j'ai joué au soccer l'été. Puis en hiver, j'ai décidé que sais-tu quoi, j'aimerais ça essayer le hockey. Fait que mon père m'a mis dans des... mon père travaillait beaucoup dans le temps, fait qu'il a dit à ma mère de me mettre au hockey, mais ma mère, elle savait pas, fait qu'elle m'a mis au patinage artistique en place. Fait que j'ai fait du patinage artistique ma première année, puis à la fin de la saison, mon père, il voulait venir me voir jouer au hockey, puis il est arrivé à l'aréna, puis il me voit, pas d'équipement, pas de bâton, puis j'embarque sur la glace, puis je commence à patiner, puis, il a dit à ma mère, voyons, c'est pas le hockey, ça, c'est du patinage artistique. Fait que l'année d'après, c'était ma vraie première année de hockey. Fait que, ouais, j'ai commencé à jouer au hockey, j'étais assez tard, je pense que j'avais 8 ans. Oh, fait que 7 ou 8 ans, ma première année que j'ai joué au hockey. Fait que j'ai commencé assez tard, mais ça a fonctionné. T'as rattrapé le temps perdu, visiblement. Un certain talent naturel. Grant Fuhr et Chris Chelios, qui étaient tes idoles que tu as parlé tantôt, as-tu eu la chance de les rencontrer dans la vraie vie? Ouais, j'ai eu la chance de rencontrer les deux dans la vraie vie. Grant Fuhr, Grant Fuhr, c'était drôle parce que fait que je me suis fait repêcher initialement par les Blues de Saint-Louis. Fait que mon premier camp d'entraînement à Saint-Louis, ça veut dire, ça devait être en 97. C'est l'année que Grant Fuhr, il a été échangé ou il a été acquis par Mike Keenan à Saint-Louis. Fait que au camp d'entraînement, j'ai eu la chance de le voir. Puis c'était drôle parce que
la façon que tu faisais la pesée des joueurs puis les tests de cœur, de gras, etc. C'était en ordre alphabétique. Fait que moi, tu sais, Great Fjord, puis après Fjord, c'était Grand-Pierre, carrément. Fait que j'étais carrément en arrière de lui en ligne. Puis je me souviens encore, si tu te souviens bien, c'est l'année que Great Fjord a été suspendu parce qu'il était pas en forme. Oui. Puis quand Great Fjord est rentré, sérieusement, je pensais pas que c'était lui parce qu'il avait pas de l'air d'un joueur de hockey. Il devait avoir un bon 25-30 livres là, de poids d'excès. Fait que, ouais. Puis là, j'ai entendu le gars en avant, il dit, hey, Fiorzy, get on the scale. Puis il a dit non. Il voulait pas monter sa balance. Et là, moi, tu sais, c'était vraiment bizarre, là. C'est ton premier camp. Puis il dit non, j'embarque pas sa balance. Non, voyons ce qui se passe. En tout cas, fait qu'il n'est pas monté sa balance. Je suis allé après, fait tout ça. Puis le soir, on a eu un meeting avec Mike Keenan. Puis il a dit, Grant Fuhr va pas être au camp d'entraînement. Il était pas préparé physiquement pour le camp. Fait que c'était ma seule interaction avec Grant Fuhr. Mais plus tard, je l'ai rencontré à une couple de tournois de golf à New York. Puis c'est tout un bon gars, tout un golfeur en plus. Ouais, parce que lui, c'est une affaire qui se faisait. C'est arrivé plusieurs fois que les coachs ils disaient qu'il était pas en forme, puis qu'il arrivait, il était sur le party l'été, puis il arrivait. Ouais, il était pas en forme, mais pas en toute cette année-là. Je vais te dire, c'était wow. Ouais, il était gras. pour être doux avec mes mots ici. Là. Toi, c'était-tu l'année juste après que Gretzky soit parti que t'es arrivé? C'est quoi? Je sais. C'est moi l'année que je suis arrivé, Gretzky était pas là. C'était l'année que Grant Fuhr est arrivé, puis l'année que Chris Pronger venait de se faire échanger contre Brendan Shanahan. Fait que c'était son premier camp d'entraînement à Saint-Louis. Fait que ben c'est sûr, en tant que à 18 ans, mon camp d'entraînement, j'étais là une semaine, puis je suis retourné. Fait que mais Wayne Gretzky était pas là. T'avais-tu un souvenir de Chris Pronger, qui était quand même un phénomène là, physique? Ouais, il était grand, puis il était pas encore le Chris Pronger qui est devenu plus tard dans sa carrière. Là. Il était plus timide. C'est sûr, là, si tu vois Chris Pronger quand il y a vraiment 2-3 ans plus tard, quand il est devenu un grand défenseur dans la Ligue nationale, ouais. C'est sûr c'est un caractère complètement différent, mais il était assez tranquille ma première année. Puis je pense que avec l'échange pour Brendan Shanahan, on sait Brendan Shanahan, c'était une légende à Saint-Louis, fait que je pense qu'il voulait pas faire trop de bruit quand il est arrivé immédiatement à Saint-Louis, mais je pense que le talent a parlé pour lui-même plus tard dans sa carrière, c'est sûr. Après ton junior, tu as eu quand même un passage dans la Ligue américaine, puis est-ce que c'est vrai que tu as un record dans la Ligue américaine, au All-Star Game? Ouais, c'était fait que ma deuxième année dans la Ligue américaine, j'ai été élu à l'équipe dans l'équipe d'étoiles. Fait que on a eu il y avait le lancer frappé, etc. Puis je m'en souviens, c'était l'entraîneur de Philadelphie qui mettait ton nom dans certaines qu'est-ce qu'il pensait que tu devrais aller. Puis moi, je me souviens, il m'avait mis dans le patinage, puis j'ai dit, t'es-tu malade? On avait Martin Saint-Louis, il y avait des gars qui pouvaient bouger là dans cette équipe-là. Fait que il m'a mis là, puis je suis allé, puis j'ai gagné la compétition complète en finale. Fait que c'était toute une sensation. Puis c'est sûr, ça, je pense que ça m'a aidé plus tard dans ma carrière parce que tu sais, à 6 pieds 3, 210, 220 livres, il y avait pas grand... C'était assez rare d'avoir une vitesse comme ça. Fait que je pense que ça a ouvert des yeux au travers de la Ligue immédiatement quand c'est arrivé. T'avais-tu gagné comme cette année-là ou t'avais eu un record? J'ai gagné cette année-là, puis puis j'ai battu le record. Fait que je pense que la même année, Peter Bondroy il avait gagné dans la Ligue nationale. J'avais battu son temps dans la Ligue américaine sur la même grandeur de patinoire. Mais j'avais battu le record dans la Ligue américaine à ce point-là, mais il a été battu quelques années plus tard, je crois, mais je suis pas sûr. J'ai aucune idée comment trouver ça. T'as quand même eu pendant un moment le record du gars le plus rapide, du tour de piste le plus rapide. Ouais. C'est quelque chose à célébrer, j'imagine, mais ouais, malheureusement, parce que c'est en 98, j'ai aucune évidence à point de vue vidéo là-dessus. T'en as jamais parlé à ton fils? Tu t'es jamais vanté à ton fils? Non, pas un menteur. Tu te souviens-tu c'était combien de temps? C'était quoi ton temps? Je m'en souviens pas du tout.
Sérieusement, tu me dirais que c'était 16 secondes ou 12 secondes, j'aurais aucune idée. Bon, si Sam, tu nous écoutes, tu nous iras chercher le temps, tu nous le diras, puis on va s'informer à savoir c'était quoi le temps précis que tu avais fait, qui devait vraiment être rapide. Pendant que tu étais dans la Ligue américaine, c'est quoi qui se passait, les échanges avec Dennis Bonvie? Je sais pas. Alors, là, on va retourner à Norman Flynn. Norman Flynn, c'est, comme je te dis, le genre d'impact qu'il a eu sur moi, c'est qu'il m'a dit, Jean-Luc, faut que tu sois plus physique. Puis moi, je me suis dit, c'est pas un problème. Mais moi, ce qui est arrivé dans mon développement, c'est que je suis passé du bantam directement au junior majeur. Mais voyons donc. Fait que quand je suis arrivé ma première année junior majeur, tu sais, t'es habitué de jouer contre des gars de 14 ans puis 13 ans, puis ta première année junior majeur, tu joues contre des hommes de 20 ans. C'est sûr que physiquement, t'es pas au même niveau, puis tu vas te faire ramasser. Puis ma première année, j'étais assez timide. Ma deuxième année, quand je suis arrivé à Val-d'Or, Norman Flynn, il est arrivé assez de bonne heure cette saison-là, puis il m'a dit, hey, faut que tu changes ton jeu, faut que tu sois un petit peu plus physique, t'es gros, t'es grand, puis tu sais, à cette heure, t'as 17 ans, tu peux le faire, puis j'ai commencé à être beaucoup plus physique, puis c'est sûr, quand t'es physique, surtout dans le temps, tu sais, il y a beaucoup les gens plus vieux, les joueurs qui sont plus vieux, ils aiment pas ça se faire frapper par un plus jeune, fait que des fois, ils vous laissent battre. Puis Norman Flynn m'a dit, hey, il dit, je te demanderai jamais de te battre, mais il dit, si tu montres que t'as peur, le monde va en prendre avantage de toi. Fait que j'ai tout le temps gardé ça avec moi. Puis ma première année dans la Ligue américaine, oui, c'est sûr, j'avais 20 ans, mais pour moi, physiquement, j'étais au même niveau que les gars plus vieux. Puis ma première année en Ligue américaine, moi, je frappais tout ce qui bougeait. Je voulais faire une impression, je voulais jouer dans la Ligue nationale, j'ai dit, je vais faire qu'est-ce qu'il faut. Je frappais tout ce qui bougeait. Puis Dennis Bonvie, qui était à Hamilton dans le temps avec George, le club d'école d'Edmonton, je pense qu'il aimait pas ça que me voyait frapper tous les vétérans. Puis il dit, comme il m'appelait, mon jeune coq, il va falloir que tu apprennes comment vivre dans la Ligue américaine. Puis je dirais, je pense que je me suis battu 6 à 8 fois ma première saison dans la Ligue américaine avec, parce qu'on jouait tout le temps contre Hamilton, puis moi, j'arrêtais jamais. J'y allais dans les coins, puis j'ai frappé, ça me dérangeait pas. Si t'étais un joueur de première ligne ou quatrième ligne, que t'avais 35 ans ou que t'avais 20 ans, j'allais te frapper aussi fort que je pouvais, puis je pense qu'il aimait pas ça. Fait que ma première saison, on a eu beaucoup de batailles entre lui et moi, puis ma deuxième saison, c'est tellement drôle, je me souviens tout le temps. Premier match contre Hamilton, on était sur la ligne rouge, puis on s'échauffait, je parlais à Georges, puis Dennis Bonvie est venu me voir, puis il dit « Hey, Jean-Luc, ça va? » Je dis « Ouais, ça va. » Puis là, je me dis « Ah, il va se battre encore. » Puis il m'a regardé, il dit « Le gros, il dit « T'as mon respect à cette heure. » Il dit « On va jouer au hockey. » Fait que, après ça, je me suis jamais battu avec Dennis. C'est-tu lui qui te courait après sur la glace ou c'est toi qui... Ouais, c'est lui qui me courait après. Il me courait après, ça arrêtait pas. Puis je savais que ça allait arriver. Puis tu sais, encore, tu sais, quand t'as 20 ans, puis t'es jeune, puis t'es innocent, puis t'as pas de famille, t'as pas d'enfant, t'as peur de rien. Fait que moi, ça me dérangeait pas du tout. Quand t'as commencé Ligue nationale, t'es monté, t'étais plus à Saint-Louis, t'avais été changé à Buffalo par ce temps-là. Ouais. Puis c'était des grosses années à Buffalo, tu sais, l'année qui sont allés en finale de la Coupe Stanley. Le fameux foot in the crease, c'était cette année-là. Ouais, no goal. Ouais, c'est ça. Par rapport à ce but-là, qui, moi, je m'en souviens encore, je me souviens d'être demandé à mon père, mais pourquoi le but il compte? Je comprenais pas, tu sais, cette règle-là a été changée par la suite parce que c'était comme un peu, comme ça n'a pas été appliqué finalement. Je me revois encore Lindy Ruff qui est comme, que le lendemain, il dit no goal, puis écoute, il voulait pas partir de la patinoire, tous les gars sautaient, célébraient. Comment ça se passait de l'interne à l'intérieur quand tu reviens dans la chambre après ça, puis toute l'espèce de poste? On vient-tu de perdre la coupe, mais sur une affaire qui n'était pas supposée être un but? Ouais, c'était pour moi, c'était vraiment une expérience assez c'était difficile, c'est sûr, parce que tu penses tout le temps, je me souviens pendant qu'on était dans le procès, tu sais, on avait des vétérans, tu sais, comme Doug Gilmour, Dominic Hasek, puis il me disait tout, là, profite du moment parce que ça se peut que ça t'arrive jamais dans la vie. Puis toi, t'as 21 ans, tu te dis, arrête, là, on est en finale de la Coupe Stanley, puis si on gagne pas, il y a tout le temps l'année prochaine, tu sais. Puis, sais-tu quoi, je pense que j'ai fait les séries une fois après ça dans ma carrière dans la Ligue nationale. J'ai vraiment pas eu la chance d'apprécier le moment.
mais c'est quelque chose qui était très décevant. Je pense que la règle du patin dans la zone du gardien, c'était une règle stupide, mais c'était une règle quand même. Il y avait son patin dans le cercle, dans le demi-cercle qu'on appelle en français. Puis il n'y a pas eu d'obstruction avec le gardien. Mais si tu lis les règles, ça devrait pas être un bon but. Mais ça, c'était dans le temps qu'il n'y avait pas de reprise. Puis c'est sûr que parce que c'était le but gagnant du match en temps supplémentaire, la célébration a commencé. Ça aurait été dur de tout arrêter, fermer la porte de la Zamboni, dire hey, ramener la coupe en arrière, dans le tunnel, on recommence le match. Fait c'était très malheureux, mais c'est sûr que c'est un feeling que tu n'oublieras jamais dans ta vie, point de vue de non seulement l'expérience de gagner les séries après séries, mais la façon que tu as perdu également. Il y avait, tu l'as dit, il y avait beaucoup de gars sur cette équipe-là. Dominique Hachek, c'est un personnage plus grand que nature. Il est dans son pays, c'est un demi-dieu. Il veut peut-être même se présenter en politique. Parle-moi un peu de ce gars-là. Tout à propos de lui est malade, son accent, les genoux en plastique. Il se peut pas, ce gars-là. Là. Ouais, c'est un gars, tu sais, c'est tellement drôle. Dominique Hachek, tu penses, tu dis, bon, ben, tu sais, dans le temps, là, c'était un des plus hauts salariés dans la Ligue nationale, puis tu te dis, Dominique Hachek, c'est un dieu, puis, mais c'était tellement un bon gars, puis un gars, là, comme on dit en anglais, down to earth. Tu sais, il y avait pas un gros ego, il travaillait fort, puis moi, mon histoire préférée de Dominique Hachek, c'est j'étais sur l'autoroute. Je pense que j'étais avec Martin Biron, je suis pas sûr. Martin Biron, Denis Hanel, puis on était sur l'autoroute on allait s'entraîner. Puis on était sur l'autoroute à Buffalo, puis il y avait une petite Dodge Néon, 2 portes, sa voie de gauche qui roulait pas, puis on était en arrière, puis il bouge, là, faut qu'on se rende à l'aréna, on est en retard. Puis là, il bougeait pas, fait que là, je prends la voie de droite, j'arrive, puis on accélère, puis je regarde, puis c'est Dominique Hachek. Il fait 6 millions par année, puis il était dans une petite Dodge Néon. Fait que c'était assez drôle, mais c'est le genre de gars que Dominique était, tu sais. C'était pas un gars qui était flashy, c'est un gars qui c'est sûr, il venait de la République tchèque, puis c'est un gars qui il se souvenait de ses débuts, puis il a jamais changé durant sa carrière. C'est un gars qui travaillait fort, qui était vraiment respectueux à tout le monde, puis j'ai vraiment appris beaucoup de lui, comment se comporter en tant que professionnel. C'était tout un modèle pour moi. Ben, j'ai tout appris de lui, sauf que quand t'es sa voie de gauche, faut que tu roules un petit peu plus vite. C'est la seule chose que ma seule chose que je peux me plaindre. Ouais. Il y avait un accent aussi comme tu sais quand il dit I don't know what he was punting at, la manière qu'il parle, c'est comme vraiment crampant quand il s'était fait scorer le but par Owen Nolan. Puis tu sais, sachant que tu joues, tu le sais quand tu joues avec lui, tu sais que tu joues avec un All-Star, un futur Hall of Famer. Tu sais, les gens disaient, hey, mon Dieu, il est chanceux, tu sais, chanceux. Quand t'as 6 Vézina, ça fait, tu sais, tu peux pas gagner 6 Vézina, ça a la chance. Tu sais, c'était vraiment lui, c'était pas un gardien, c'était un artiste, là, pratiquement, là, tu sais. Ouais. Quand tu sais que tu joues avec ce gars-là, puis que, un moment donné, t'as été échangé après ça, t'as-tu gardé des souvenirs de Dominique Hachek? T'as-tu ramassé des affaires? J'ai ses bâtons. J'avais avant de partir l'année qu'on s'était rendu en finale, qu'on avait perdu, j'avais demandé pour des bâtons. Puis sérieusement, dans toute ma carrière, j'ai jamais demandé un bâton d'aucun joueur. Puis à part Dominique Hachek, c'est juste pour moi. Premièrement, comme je t'ai dit, j'adore la position de gardien de but. J'ai tout le temps voulu être un gardien de but. Puis de savoir que je jouais avec un des grands de tous les temps, c'est sûr que j'ai demandé des bâtons. Fait quoi, j'en avais 3. J'en ai un chez mes parents, un ici, puis un j'ai donné à un de mes amis avec qui j'ai grandi. C'était mon gardien de but, justement, quand je jouais dans le Pee-Wee puis dans le Bantam, là. Fait que un de mes bâtons, j'avais donné à Benoît Lavigne, son nom. Ouais. C'est un vrai cadeau d'amis d'enfance, là. Ouais, c'est ça. Surtout quand tu retournes l'été, puis tu sais, souvent les gens pensent que en tant qu'athlète, tu tiens juste avec les gars de la Ligue nationale. Moi, je veux dire, quand je retournais au Québec l'été, dans le temps,
je coupais tout, là, point de vue Ligue nationale, pas mon entraînement, mais c'était vraiment, je m'amusais avec mes amis, mes cousins, puis c'est les amis avec qui j'ai grandi l'enfance, là, dans le quartier ou etc. Fait que j'ai jamais été un gars qui allait sur le A-list là pour juste me tenir avec d'autres gars qui jouaient dans la ligue dans ce temps-là. Fait que c'est juste le genre de personne que j'ai. C'est smart. Martin Biron, c'est aussi un autre bon, peut-être il est venu au podcast, je pense que le podcast aurait pu durer 9 heures puis on n'aurait pas manqué de stock. Un des plus grands jaseurs de l'histoire. Et puis je pense que quand j'ai vu ça, en sachant que j'allais te recevoir, je suis retourné sur YouTube, puis je pense qu'il y a un moment où tu jouais à Buffalo, tu t'es battu avec Peter Bondra, puis ça a comme viré que Martin Biron, il est parti de son net pour aller se battre avec les goalers, puis comme on dirait que Martin, pour un goaler qui se battait pas, il s'est ramassé dans comme je sais pas combien de batteurs aussi avec Ray Emery plus tard. Parle-moi un peu de Martin. Ben Martin, ce qui est arrivé sur le jeu, je me souviens du jeu parce que justement j'ai vu la vidéo, ça fait genre 2 semaines. J'étais en avant du filet, puis il y a quelqu'un qui est venu, je sais pas s'il y avait un double échec quelque chose, puis je le regardais, puis Peter Bondra est arrivé de nulle part, fait que j'ai comme juste tassé. Puis là, tu sais, Peter Bondra, c'était un de leurs meilleurs joueurs à Washington. Puis je pense que tout le monde est arrivé, puis ils ont sauté dans le tas. Puis Martin, il était près de Brandon Witt. Puis Brandon Witt, c'était un beau colosse pour Washington dans le temps. Fait que Martin est venu m'aider. Puis sais-tu quoi? Martin, il m'en devait une parce que, je veux dire, quand on jouait à Rochester, j'en ai sauvé des buts pour lui. Puis j'avais son dos à chaque fois qu'il y avait un problème. Fait que il m'en devait une, puis il a fait de la job, celle-là. Ben ouais, c'est tellement drôle, lui qui part là, de son petit but, genre, c'est malade. T'as-tu eu la chance d'avoir des interactions où, tu sais, quand tu joues à Buffalo, je pense un des avantages, c'est que tes games sont callés par Rick Jeanneret, the one and only Rick Jeanneret. La Fontaine! Ou Mayday, le fameux but de Brad May. Ouais, est-ce que tu avais eu des interactions avec lui ou est-ce qu'il avait fait des calls avec toi que tu te dis, oh mon Dieu, genre, c'est hot d'entendre mon nom dit par ce gars-là? Ouais, je m'en souviens. Il y en avait une coupe, c'est sûr, mais celui que je me souviens encore, je pense que c'était une de mes premières batailles dans la Ligue nationale. C'était à Buffalo contre Dennis Peterson c'était au New Jersey, je pense, dans le temps. Puis c'est Rick Jeanneret qui avait le call, là, puis c'était tellement drôle parce qu'il disait à la fin, il a dit quelque chose, genre Grand-Pierre le frappait avec tellement de droite qu'il priait pour une gauche à un moment donné, quelque chose de même. Mais quand t'entends le call là, sur YouTube, c'est vraiment cool. C'était vraiment le fun à entendre. Mais ouais, Rick Jeanneret, c'est une voix puis un personnage qui a complètement changé l'histoire du hockey à Buffalo. C'est sûr avec le call pour La Fontaine, mais il y en avait tellement des belles lignes là, autour des années, c'était incroyable. Ouais. Ben oui. Jason Pominville, c'était Welcome to Pominville. ouais. C'est tout un annonceur. Ouais. En plus, ces gars-là, ils voyagent avec vous, non? Ouais. Ils voyageaient avec nous. Moi, c'est sûr, dans le temps, j'étais assez tranquille. Fait que je gardais, je restais dans mon coin puis je faisais mes petites affaires. Fait que j'ai jamais vraiment eu beaucoup de chance de vraiment être avec Rick, mais c'est sûr que j'avais tout un respect pour lui juste à cause de l'histoire puis savoir c'était c'était tout un honneur de l'avoir faire les matchs des Sabres, c'est sûr. T'avais des gros toughs aussi sur cette équipe-là, le Brad May, Matthew Barnaby, c'était quoi le mood? Ouais, Paul Cruz était là, il y avait Rob Ray, ouais, c'est sûr, c'était la façon que l'équipe était bâtie, c'était une équipe qui était solide, il y avait du talent offensif, mais pas tant que ça, mais c'était juste l'attitude. C'est sûr, Ted Nolan était l'entraîneur avant Lindy Ruff, puis je pense que Ted Nolan, il y avait vraiment une équipe de ce qu'on veut appeler quasiment misfits, là. Mm-hmm. Puis je pense que c'était vraiment le style que Buffalo voulait avoir dans la division de l'Est, puis l'équipe a été bâtie parfaitement pour non seulement pour lui, mais pour Lindy Ruff également après quand il est venu. Fait que il y avait beaucoup de caractère. Mais moi, je pense encore au hockey. Oui, ça prend beaucoup de talent pour gagner, mais je pense que la meilleure preuve, c'est le Lightning de Tampa Bay l'année passée. Il faut que tu
tu peux pas gagner avec juste des All-Stars. Il faut des joueurs de caractère. Puis je pense qu'à Buffalo, c'était quasiment le contraire. Il y avait beaucoup de joueurs de caractère, mais il fallait... C'est sûr, avec un gardien comme Dominique Hasek, c'était plus facile de gagner, mais ça n'a jamais été un problème point de vue caractère à Buffalo dans ces années-là. T'as été à Buffalo un certain temps, c'est là que t'as commencé, mais rapidement, tu t'es ramassé à Columbus dans un contexte qui était assez particulier, une équipe d'expansion, tu sais, ça arrive pas... C'est souvent, on a eu la chance de le voir avec Vegas puis avec Seattle, mais c'est quand même rare. Puis les règles à ce moment-là aussi, les gens qui se faisaient pas le hockey, c'était différent, les repêchages d'expansion. Il y avait souvent 2 équipes en même temps. Tu sais, Columbus n'était pas arrivé en même temps que Minnesota ou quelque chose comme ça. Tu sais. Ouais. Là, fait que les équipes devaient se diviser. Bref, toi, est-ce que tu savais que tu allais à Columbus? C'était-tu une demande d'être échangé? Comment t'as appris que tu te ramassais à Columbus? Aucune demande. J'aurais été complètement content à Buffalo. Sérieusement, j'ai vraiment, vraiment adoré chaque minute que j'ai passé dans l'organisation des Sabres. Ce qui est arrivé, c'est que cette année-là... Même si les gens disent que Buffalo est la ville la plus plate et laide au monde. Ouais, mais sais-tu quoi? C'est drôle d'entendre ça. C'est sûr, la ville, c'est pas la plus belle ville au monde. Il y a aucun doute avec ça. Ça doit être probablement une des pires dans la Ligue nationale. Ça, c'est ça, je vais donner ça à tout le monde. Mais en tant que joueur de hockey, ça dérange pas. T'es où? Écoute, gars, les Pittsburgh, les Penguins de Pittsburgh, là, c'est pas mieux que Buffalo. Mais tout le monde veut jouer à Pittsburgh parce que Sidney Crosby est là, puis Evgeny Malkin est là, puis ils ont une chance de gagner la Coupe Stanley chaque année. Puis à Buffalo, c'était comme ça en tant que joueur. Tu sais que Dominique Hasek est là, ça te donne une chance de gagner la Coupe Stanley chaque année. Fait que ça dérange pas, t'es où. Dès que t'es bien avec tes coéquipiers, puis l'entraîneur, tout est beau. Fait que pour moi, j'ai jamais regardé à la ville, point de vue, là, je veux pas être à Buffalo, je veux être à quelque part d'autre. Mais l'échange... ce qui est arrivé, c'est qu'ils voulaient garder, avec l'expansion, il fallait que tu pouvais protéger un gardien, puis ils voulaient garder Martin Biron, puis ils voulaient garder Dominique Hasek. Ils voulaient pas perdre un des deux. Fait que, en partie de l'échange, ils m'ont échangé juste avant le repêchage d'expansion ils m'ont échangé à Columbus. Puis je pense que en faisant partie de la transaction, Columbus fallait qu'ils prennent un gardien de Buffalo. Juste pour être sûr, une fois que tu perds un gardien, tu ne pouvais pas perdre un autre gardien. Fait que Buffalo ont laissé quelqu'un d'autre qui était exposé. Je me souviens pas de c'est qui, mais Columbus l'ont ramassé en fin de compte. Puis ça faisait comme une espèce d'échange en arrière des portes, là. Fait que je faisais partie de l'échange comme ça. Comment tu te sens quand t'es comme, OK, je m'en vais à un endroit où il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas encore de fanbase, pas un marché de hockey? C'est bizarre. Ben, premièrement, quand j'ai su que je me suis fait échanger, j'avais aucune idée. Je l'ai su. J'étais en vacances en République dominicaine, puis je l'ai vu sur ESPN pendant que j'étais dans le restaurant. Je l'ai vu sur le ticker là, en bas de l'écran. C'est là que j'ai vu que j'ai été échangé. Puis j'étais là, voyons donc. Je suis sûr que je viens de voir mon nom, mais je suis pas sûr. Fait que là, j'ai attendu 12 minutes, puis c'est revenu, puis c'était à moi. Fait que là, je suis retourné dans ma chambre d'hôtel, puis là, quand je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel, le téléphone, là, le bad phone, là, comme on dit, la lumière rouge, elle flashait, puis c'était mon agent. Fait que c'était bizarre parce que moi, j'avais aucune idée, premièrement, c'était où Columbus. Je connaissais pas la ville de Columbus. Fait que, en plus d'être dans une équipe, j'ai vu ça comme une opportunité pour moi, plus que d'autres choses, mais c'est sûr que j'étais pas heureux parce que j'aimais vraiment Buffalo, j'aimais mes coéquipiers, j'aimais la ville. Fait que ça a été assez difficile, mais disons que j'ai oublié assez vite parce que une fois que je suis arrivé à Columbus, j'étais très confortable avec mon nouvel environnement. C'est tout le monde qui arrive à Columbus, les gars à Vegas l'ont vécu, mais c'est tous justement des misfits, c'est tous des gars qui se sont ramassés là parce qu'ils n'ont pas été protégés, parce qu'ils ont été... c'est quoi? Puis tu sais, là, les gens, ils pensent à cause de Vegas que quand t'es une équipe d'expansion, tu vas en finale de la Coupe. C'était pas comme ça, là. Quand t'as été dans les équipes d'expansion à Atlanta, à Nashville, à Columbus, ça, c'était des années de misère avant d'avoir peut-être une chance d'être un peu potable. Fait que tu sais que tu vas avoir une saison vraiment difficile. Je pense, votre première saison, 28 victoires, 39 défaites. Vous savez que vous avez de la misère devant vous. C'est quoi le mood, de mélange de jeunes, de vétérans un peu en fin de carrière? C'est quoi le mood avec les gars dans le vestiaire dans une année comme ça?
c'est bizarre. C'est sûr, moi, c'était la transition a été un petit peu plus facile parce que Jeff Sanderson, qui était à Buffalo, s'est fait échanger ou s'est fait prendre sur l'expansion également à Columbus. Fait que j'avais au moins une personne que je connaissais. Puis c'est sûr, je connaissais un peu Marc Denis et Serge Aubin qui étaient là également. Fait que j'avais quelques noms que je connaissais, mais tu sais, moi, pour moi, c'est sûr, j'ai grandi à voir Lyle Lodolite jouer avec Montréal. Oui. C'était notre capitaine là, fait que j'ai appris à le connaître également. Fait que c'est sûr, il y avait beaucoup de vétérans, tu sais, des gars de quatrième ligne qui essaient de rester dans la ligue. Puis il y avait beaucoup de jeunes comme moi, Marc, qui voulaient faire leur impression dans la ligue. Fait que c'était un mix qui était assez unique, mais sérieusement, point de vue de une équipe qui s'est vraiment amusée puis qui avait vraiment le dos de chaque joueur là, puis je pense pas que j'ai jamais été dans une équipe qui était aussi proche pour une gang d'individuels pour d'être venus ensemble aussi rapidement, c'était très impressionnant. Je pense qu'on a surpris beaucoup d'équipes cette saison-là. Avec nos succès, surtout vers la fin de la saison, avant la fin de la saison, parce que il y a une section de la saison où on était proche de faire les séries, puis là tout le monde capotait, puis pensait que on va faire les séries chaque année, puis c'est sûr les années d'après ça a été vraiment la misère, mais on s'est vraiment amusé. Puis point de vue d'atmosphère dans une équipe, c'est une des plus belles que j'ai eu la chance de vivre. Les gens, comment tu fais pour faire connaître le hockey? Est-ce que vous deviez faire des activités promotionnelles? Fallait-tu aller dans des centres d'achat? Fallait-tu que tu fasses des spots radio? Comment les gens vous les informiez? Hey, il y a une équipe de hockey dans votre ville, là, venez voir les games. Ouais, ils ont pas eu de problème à voir des gens voir les matchs. C'est sûr que ça a été une adaptation parce que je me souviens les premiers matchs. Nashville, c'était pire que nous parce qu'à Nashville, les gens ils célébraient pour rien. À Columbus, c'est sûr des fois quand il y avait un hors-jeu ou quelque chose de même, l'arbitre sifflait puis automatiquement t'entends un arbitre puis tout le monde faisait bouh. Fait que l'atmosphère était incroyable dans le building pendant les 2-3 premières années, c'est sûr. C'était salle comble à chaque match. Puis les gens étaient vraiment contents d'avoir une équipe de hockey, mais ils comprenaient pas nécessairement le jeu autant que à Buffalo ou à Montréal. Alors, je pense que c'était plus ce qu'on appelle un honeymoon phase, là. Ouais. Fait que tout le monde était content juste parce qu'il y avait une équipe professionnelle. Parle-moi de l'arrivée d'un gars t'étais là quand il y a un petit gars de 18 ans qui est arrivé qui s'appelait Rick Nash. Quand tu t'es Columbus puis t'as le first overall puis t'as la chance d'aller chercher un talent comme ça, qui est peut-être le plus grand Blue Jackets, là, à avoir porté les couleurs. Comment il était Rick Nash à 18 ans qui arrive au camp d'entraînement? 6 pieds quelques, mais pas de talent. Ouais, c'est un gars timide jusqu'à aujourd'hui. Rick Nash, c'est un gars, s'il marche dans la rue, tu saurais même pas que c'est lui parce que il marche la tête basse et la tête basse, il fait pas beaucoup de bruit. C'est pas un grand caractère, point de vue jour en jour, mais tu voyais immédiatement que le talent dans ce joueur-là, c'était incroyable. C'est un joueur qui sa première saison, il y a eu un impact immédiat sur l'équipe. Puis c'est sûr que tu savais que son futur allait être incroyable. Malheureusement, à Columbus, ils n'ont pas eu la chance de l'entourer avec les joueurs parfaits, surtout au centre, pour le mettre encore plus dans une position pour avoir beaucoup de succès. Mais c'est un joueur qui a changé la franchise, puis a changé vraiment comment qu'on dirait ça, la vue du hockey à Columbus. Parce que comme tu as dit, la première saison, c'est sûr, c'était un paquet de gars qui travaillaient fort, puis qui avaient pas peur, puis qui pouvaient se battre n'importe quand. Mais quand tu reçois un vrai talent dans ton équipe même, mais pas avoir à attendre les autres équipes qui viennent avec leur Jérôme Meguin-là ou Mario Lemieux dans ton building pour voir une vraie superstar, c'était vraiment le fun. Ouais. C'est tout un joueur Rick Nash qui a gagné des médailles d'or olympiques. C'est pas eu la chance de gagner la coupe, mais il a gagné des médailles d'or olympiques. C'était quand tu étais à Columbus que je sais que tu as eu des combats avec Scott Parker, mais je sais qu'il y a des histoires derrière ça. C'est quoi l'histoire de tes combats avec Scott Parker? Scott Parker et moi, on s'est battus la première fois. C'était... fait que c'est ça. Fait que Serge Aubin, qui était un de mes coéquipiers à Val-d'Or, pas à Val-d'Or, à Columbus, s'est fait échanger au Colorado, je
pense que c'était ma troisième saison. C'était échangé au Colorado. Bob Hartley, c'était son entraîneur, puis il connaissait Bob dans le temps qu'il jouait dans la Ligue américaine à Hershey. Fait que, je sais pas, il y a une espèce de Scott Parker, puis moi, on s'est poussé en avant du banc, je sais pas quoi, puis tu sais, on s'est battu. Fait qu'on s'est battu, puis sérieusement, c'était une bataille. Tu regardes la bataille sur vidéo, puis ça a l'air de rien. Puis les deux, on était debout, on s'est séparés, puis je pense que j'étais allé dans la chambre ou dans la boîte de pénalité. Puis après le match, Serge Aubin, je le connaissais bien, fait qu'il me voit dans le couloir, puis il dit « Hey, le gros », il dit « Tout le monde capote dans la chambre. » Je dis « Comment ça? » Il dit « Ben, Joe Sakic me demandait c'est qui ça, ce grand-Pierre-là? » Il dit « Scott, il a une commotion cérébrale. » Il dit il est fort, je savais pas si c'était un tort, je pensais que c'était juste un vide. Puis Serge, il dit ben non, il dit Jean-Luc il peut se battre, mais c'est pas un batailleur. Il dit hey, Scott, il est pas content. Il dit watch out. Fait que là, je dis mais voyons donc, ça fait aucun sens. Fait que là, on retourne au Colorado plus tard cette saison-là. Puis on perdait, puis Scott Parker s'est battu contre Jody Shelley au début du match, puis tu sais, il a eu l'avantage sur Jody. Puis on perdait ce match-là, puis Scott Parker c'est à la glace. C'est vers la fin de je pense en troisième période, puis tu sais que ça s'en vient, tu sais, il y a aucun doute. Il est sur la glace en même temps que toi, puis il court partout, puis il frappe tout ce qui bouge. Puis il est allé après notre crue. On avait un défenseur, Rostislav Klesla, c'était notre premier choix. Ouais, 4e. Klesla, pardon? Quelque chose comme 4e overall, là, c'est un sûr. Ouais, 4e overall. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça, c'était le premier choix de Columbus dans l'histoire de la Ligue. Puis j'étais sur la glace avec Klesla, puis là, je dis, bon, here you go. Fait qu'on va se battre. Et on se bat, puis je l'ai ramassé avec, j'ai été chanceux, mais je l'ai pogné direct sur le menton, puis out, il est tombé directement. Fait que là, après ça, j'étais là, aïe, aïe. Puis je m'en souviens d'avoir vu Serge après ça, puis Serge, il dit, ben, voyons donc, on riait, tu sais, mais c'est ça l'histoire, sérieusement, c'est carrément de la chance, plus que d'autres choses, mais on s'est battu 2 fois, on s'est jamais battu après ça. Il t'a pu rechercher après ça? Ben, c'est comme l'histoire de Dennis Bonvie. La fois d'après qu'on a joué contre Scott Parker, il était rendu à San Jose, puis tu sais, pendant l'échauffement, il m'a regardé, il dit « Hey, JL, how you doing? » Puis on était buddy. On s'est jamais battu après ça. C'est à n'y rien comprendre. À rien comprendre, mais sais-tu quoi? C'est correct pour moi. Ben ouais, on ne se battra pas pour rien. T'as fait comme un très court passage à Atlanta, qui, je pense, n'est pas ton moment préféré de ta carrière. Non, ça a été une année, ça l'année à Atlanta, j'avais eu des blessures. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai reçu une rondelle, qui m'a fracturé, l'os orbital, ça? L'orbital, ouais. C'est l'os orbital. Puis, cette saison-là, j'avais vraiment de la misère. J'avais de la problème avec ma vision. J'avais comme une vision double, là, tout le temps, puis ça revenait, tu sais. J'allais dans un coin, je me faisais frapper, puis vision double immédiatement. Tu sais, ça revenait, puis j'étais pas capable d'arranger ça. En tout cas, je me suis fait échanger plus tard cette saison-là à Atlanta. Puis c'est la saison que Dan Snyder puis Danny Heatley, l'accident fatal qui a tué Dan Snyder est arrivé. Fait que moi, je suis arrivé, ça c'est arrivé pendant le camp d'entraînement, moi je suis arrivé au mois de janvier, puis tu sais, il y avait comme une espèce de nuage sur l'équipe. Ouais. Puis c'était, tu sais, ils se battaient pour une place en série. C'était pas... ils se battaient pour une place en série, mais l'atmosphère était vraiment pas bonne dans la chambre. Il y avait personne au match. C'est Atlanta, le monde, il allait pas voir les matchs. Fait que tu jouais en avant de 6 000, 7 000 personnes. Puis moi, personnellement, j'avais vraiment de la misère à retourner avec ma confiance parce que j'avais tellement de problèmes avec mon œil dans ce temps-là. Fait que ouais, ça n'a pas duré longtemps. Puis ouais, disons que c'est un parcours que j'ai pas trop aimé sur mon séjour à Atlanta. C'est du hockey à la ville, à l'atmosphère, ça a été ouais, c'était pas très bon. Tu sais, tu me dis hey, Atlanta ou Buffalo, t'aimerais mieux vivre, c'est sûr c'est Atlanta. Mais c'est juste pour te dire comment l'expérience que tu as en tant qu'un joueur peut te donner une impression sur une ville aussi rapidement. Parce que tu sais aussi Atlanta, c'est comme
il y a beaucoup de, tu sais, à un moment donné, il était allé chercher beaucoup de joueurs noirs, il était allé chercher, tu sais, Bufflin, Evander Kane à l'époque. On dirait qu'il essayait de créer une identité autour de ça, tu sais, je sais pas si c'était pour aller chercher des gens, je sais pas si c'était marketing ou pas, mais tu sais, c'est une ville qui a une communauté noire qui est au centre là, de l'identité de la ville. Ça, est-ce que ça avait-tu rapport avec le fait que t'étais atterri là? Comment toi, tu te sentais dans cette ville-là aux States? Non, pas vrai. Ça se peut que sérieusement, j'ai aucun doute que ça doit avoir eu quelque chose à jouer avec ça, mais Atlanta, c'est simplement pas un marché. Je pense que toute ville peut être un marché de hockey, mais je pense que c'est une question des propriétaires et de la façon qu'ils font ce qu'on dit le marketing pour l'équipe. Écoute, tu m'aurais dit que Las Vegas aurait été un bon marché de hockey, je t'aurais dit que t'es un fou. Puis la même chose avec les Hurricanes de Caroline, ou même Tampa Bay. Fait que c'est une question, je pense que c'est sous-estimé. C'est le travail qui est fait en arrière par l'équipe de marketing, les propriétaires, pour être sûr qu'ils solidifient la franchise. Puis je pense qu'à Atlanta, ils ont complètement manqué le coup. Fait que ça dérange pas si tu aurais eu 20 noirs sur l'équipe. Je pense pas que ça aurait été un marché de hockey, simplement parce que Atlanta, surtout dans ce temps-là, c'était tout à propos du football puis du basketball, puis il y avait pas de place pour le hockey parce que t'entendais jamais parler du hockey. C'était carrément comme si essayer d'entendre à propos d'une équipe de basketball secondaire à Montréal en ce moment. Il y avait aucune publicité, aucun marketing. C'était comme on dit, en dessous des couvertures. Ouais. C'est quoi la vibe de la ville? C'est comment habiter à Atlanta? T'entends beaucoup d'histoires. Ça, c'est quelque chose d'autre qui est bizarre avec les États-Unis comparé au le Québec. Tu sais, la ville même veut vraiment rien dire. Tu sais, je vais te donner un exemple. Tu sais, Los Angeles. La première fois que je suis arrivé à Los Angeles, je capotais, j'étais tout excité, puis on est arrivé à l'hôtel, puis on jouait pas le lendemain. Fait que j'ai dit, hey, on va aller manger. Puis au centre-ville de Los Angeles, il se passe rien. Tout est autour de la ville. Tu sais, si tu vas au centre-ville de Los Angeles un soir à 10h puis tu veux trouver un bar ou un restaurant, bonne chance. Il y a rien. Tout est fermé. Puis c'est la même chose dans beaucoup de villes. Fait que c'est vraiment plus à l'extérieur de la ville que tout se passe. Puis Atlanta, c'était la même chose. Au centre-ville d'Atlanta, il y avait rien. Fait que pour moi, c'était, tu sais, j'habitais en banlieue, mais dans les banlieues, c'était vraiment beau. Il y avait une place qui s'appelait Buckhead au nord d'Atlanta qui était incroyable. Mais c'est quelque chose qui est, tu sais, c'est pas comme à Montréal où tu vas au centre-ville puis tout est là. Ou New York City. Tu sais, New York, c'est de même, c'est sûr. Chicago est comme ça. Mais les villes qui sont pas nécessairement les grosses villes, tu vas au centre-ville puis il se passe pas grand-chose. Fait que pour moi, j'ai jamais passé beaucoup de temps à Atlanta au centre-ville, à part si j'allais à l'aréna pour les matchs, parce qu'on pratiquait à l'extérieur de la ville également. Fait qu'on était seulement à l'aréna pour les matchs. Puis si j'allais voir des matchs de basketball des Hawks dans le temps, j'étais allé à une couple de matchs là-bas, mais j'ai jamais vraiment eu une bonne chance de découvrir la ville. C'était ça, parce que je me demandais si c'était une ville rough, tu sais. Je pensais un moment donné, il y avait un show d'humour de Bill Burr, puis il avait fait son taping à Atlanta, puis là, il y a une joke où, dans sa joke, il parle d'une auto en feu dans lequel il tire des coups de feu. Puis il dit ça dans toutes les autres villes, by the way, c'est un rire, c'est une joke, mais à Atlanta, vous êtes comme, keep going. Comme genre, il y a quelque chose de comme, qui est comme, vous êtes donc bien, genre, c'est quoi votre vie, genre, pour que ça, pour vous, c'est comme normal. C'est sûr, aux États-Unis, il y a certaines rues où tu veux rester loin de là. Fait que, pour moi, je savais mon chemin le plus rapide entre l'aréna et l'autoroute. Il était assez direct. Fait que je prenais pas de chance. J'allais pas me promener dans le centre-ville. T'es pas devenu ami avec genre des rappers puis des gens du showbiz? Je dirais pas amis, mais c'est sûr, j'ai eu la chance d'en rencontrer plusieurs. Tu sais, au match, je m'en souviens, Chris Tucker, il venait au match souvent, fait que j'ai eu la chance de le rencontrer dans la chambre. Evander Holyfield, il est venu nous parler dans la chambre une couple de fois. Je m'en souviens, j'ai pas eu la chance de rencontrer Usher, mais comment il s'appelle? Tiens-tu Bow Wow? Ben oui, Lil Bow Wow. Ben ouais. Lil Bow Wow, yippee-yo. Il habitait dans le coin où j'habitais dans le coin, fait que je le voyais quasiment tous les matins. Il était tout petit, puis il conduisait c'était pas une Ferrari, c'était une maudit.
c'est un char italien. En tout cas, il conduisait, puis tu voyais à peine sa tête, tu vois juste une petite casquette qui dépassait, puis il était hey! Mais j'ai jamais eu la chance de vraiment me tenir avec ces gars-là, routinement, mais c'est sûr j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de monde. Ouais. Chris Tucker, c'était pas dans les bonnes années de Rush Hour? Rush Hour, ouais. Sérieusement, c'était vraiment incroyable de le rencontrer parce que même il parlait en personne, puis ce que tu vois dans les films, c'était carrément le même caractère. Yo, what's up? Yo. Tellement. Ah ouais, il était tellement drôle. Tu sais, il dit, ce match-là, il dit, la façon qu'on l'a dit, il dit, I came to watch hockey game. I saw brother. I said, "Oh man, I gotta meet that brother." So there I am in the locker room. Il disait, la façon qu'il parlait, il disait en fait quand il est venu voir le match de hockey juste par chance, puis il a vu qu'il y avait un joueur noir. Fait qu'il dit, j'allais pas manquer la chance de venir en bas pour venir te rencontrer. T'sais, il était tellement drôle, mais la même voix, puis c'était tellement drôle, mais tout un bon gars. Puis au cœur de tout ça, Bob Hartley. Ouais. Dans un scénario des plus improbables. Ouais, Bob, sérieusement, c'est un entraîneur qui était très difficile et il en demande beaucoup des joueurs parce qu'il voulait vraiment gagner. Personnellement, moi puis Bob, je dirais pas qu'on était les meilleurs amis, mais j'ai jamais eu de problème nécessairement avec, mais la façon que comme je dis, c'était une année qui était tellement difficile pour tout le monde que même pour lui en tant qu'entraîneur, je pense qu'il avait aucune idée comment vraiment adresser la situation parce que tu sais, t'avais Heatley qui était blessé la plupart de la saison, t'avais Kovalchuk qui essayait de changer son jeu un peu parce que Ilya Kovalchuk, tout un joueur de hockey, mais je pense que Bob voulait qu'il soit un petit peu plus responsable défensivement. On avait des problèmes avec les gardiens. Il y avait beaucoup de problèmes dans l'équipe, pas au point de vue de animosité entre les joueurs ou rien comme ça, mais c'était juste une question de vouloir mouler l'équipe de la façon qu'il voulait vraiment qu'elle joue. Puis je pense qu'avec toutes les distractions autour de l'équipe, ça a été très difficile cette saison-là. Fait que c'était Court interlude pour vous dire que si vous aimez ce podcast et que vous voulez qu'il continue d'exister, vous amener des entrevues exclusives avec des invités de qualité, vous faire découvrir des personnalités fascinantes du monde du hockey, c'est très facile. Vous n'avez qu'à donner quelques petites miettes de pain par mois au patreon.com/DresselTape. D'autant plus que cet été, il y aura des épisodes exclusifs à partir du package de Gardien Fêlé, des épisodes de type slush estival. Oh oui, brain freeze au rendez-vous, qui sauront vous garder au frais dans la canicule. Alors voilà, ça se passe au patreon.com/DresselTape. Vous donnez le montant que vous voulez. Vous sauvez même 5% si vous vous donnez tout de suite pour l'année au complet. Ça vaut vraiment la peine. Puis c'est grâce à vous qu'on peut continuer de faire le podcast. Donc, merci. Patreon.com/DresselTape. De retour à Jean-Luc. Quand on a reçu Maxime Talbot, il y avait un dossier dans son cellulaire que c'était juste des quotes de Bob Hartley parce qu'il l'avait coaché en Russie. Parce qu'il dit tellement d'affaires. Y a-tu des anecdotes ou des quotes de Bob Hartley qui t'ont marqué ou des affaires de lui, ouais? Moi, pour Bob, c'était drôle parce que souvent il disait oulala. Puis tu sais, oulala, ça pouvait être ou aïe aïe. Je vais t'asseoir pour le reste de la game parce que tu viens d'avoir un turnover, ou ça peut être oulala, genre parce que, tu sais, admettons, on parle de, comment il s'appelle, Kovalchuk. Ouais. Kovalchuk va s'en aller, il va patiner sur la glace, puis il y a de la vitesse, puis là, t'entends Bob, oulala, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver. Ou ça pourrait être Kovalchuk, il y a un turnover en plein milieu de la glace, puis l'autre équipe se fait scorer, puis dès qu'il y a le turnover, il dit oulala, ben ça veut dire Kovalchuk, tu vas être assis sur le banc pour le reste du match. Ouais. T'avais aucune idée qu'est-ce que ça voulait dire, mais tu sais, il était. Mais mon histoire préférée à Atlanta, je pense que c'était un de mes derniers matchs. Dernier ou avant-dernier match. J'ai joué genre deux shifts. Peut-être non. J'ai joué la plupart de la première période. Puis après ça, aucune idée pourquoi. J'ai pas joué un shift. Je suis pas monté sur la patinoire une fois en deuxième période. Pas une fois en troisième période, mais il m'a rien dit. J'ai aucune idée pourquoi.
Puis je sais que j'avais des rumeurs que j'allais me faire échanger à New York, mais là, je dis, à moins que l'échange est arrivé, puis je suis pas supposé me faire blesser, j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe. Puis on s'en va en temps supplémentaire, puis on se bat pour une place en série. Puis moi, à ce point-là, après la deuxième période, quand j'ai pas joué, j'ai demandé à notre entraîneur assistant si je vais jouer en troisième. Il dit, j'ai aucune idée pourquoi tu joues pas. Ça vient de l'entraîneur, l'assistant entraîneur. Il me dit, je sais pas si tu vas jouer. Fait que je suis arrivé en troisième période, puis je me suis assis au milieu du banc avec Francis Lessard, puis j'ai carrément défait mes patins. Tu sais, j'ai enlevé mes lacets. Ben, je les ai pas enlevés, mais je les ai mis lousses parce que ma botte était trop serrée. Puis je suis assis là, puis là, on s'en va en overtime. Là, je dis, hey, j'ai pas joué en deuxième, pas joué en troisième, c'est sûr que je vois pas ça à la glace. Fait que je suis assis là, puis je parle avec Frank, puis avec Francis Lessard, puis Bob, il call un time-out, puis il commence à parler aux joueurs, qu'est-ce qu'ils vont faire, puis là, il dit, Jean-Luc! Il est où Jean-Luc? Là, je suis là. Il dit, je pense que c'était Passy Normanen, notre gardien. Il dit, Passy, il rentre au bat, tu t'en vas sur la glace, puis je te veux en avant du filet directement. Fait que là, tu me niaises. Fait que là, j'attache mes patins. Je regarde Frank, je dis, hey, je peux pas craindre que je m'en vais là. Fait que là, Ilya Kovalchuk, il prend la rondelle, Passy Normanen, il sort du banc, puis Kovalchuk s'en va, puis là, dès que Normanen, il arrive sur le banc, moi, je m'en vais en ligne droite en avant du filet. Kovalchuk, il prend un lancer frappé, il y a un rebound, puis je m'en vais, puis je me fais accrocher, puis je compte un but, puis on gagne en temps supplémentaire sur ce jeu-là. Puis je pense que j'ai joué un autre match après ça, puis je me suis fait échanger tout de suite après. C'était tellement drôle, mais c'était tellement bizarre, mais j'ai jamais eu une discussion avec Bob à propos de qu'est-ce qui s'est arrivé ou pourquoi j'ai pas joué. Fait que je le saurai jamais. Fait que tout ça, avec sans explication, remis sa patinoire en overtime, game winning goal. Deux périodes assis, je te dis, j'ai de l'énergie, ça c'est sûr, parce que moi, j'étais carrément assis sur le banc avec mes patins détachés, puis je me suis dit, ben c'est fini, j'ai demandé à Frank qu'on va manger après. Ouais, c'est ça. Tout, on parle, sérieux, j'avais aucune attention au match à ce point-là, parce que, tu sais, tu t'en vas en temps supplémentaire, tu dis, ben c'est sûr que je vais pas jouer. J'ai pas joué les deux dernières périodes, et ça prendrait un fou pour me mettre sur la glace en ce moment, puis il m'a mis. Hein, le génie de Bob. Francis Lessard, je suis content que tu en parles. Cette année-là, c'est les gens, je sais pas s'ils s'en souviennent de Francis Lessard, 181 minutes de punition en 62 matchs. Ça, c'était un tough. C'est pas lui qui tapait ses pieds avec du duct tape, ses chevilles avec du duct tape ou quelque chose? Ah, lui, là, je pense qu'il coûtait plus de tape. Ses patins, là, c'est des patins. Je pense qu'il y avait encore ses patins du junior. Parce que j'ai joué junior avec Francis également à Val-d'Or, lui et moi. Puis quand on s'est vu à Atlanta, je m'en souviens d'avoir vu ses patins. Puis je dis, comment un être humain peut patiner là-dessus? Tu sais, il y a des patins qui étaient genre vieux de 6-7 ans, puis il mettait du tape, là, une roulette complète autour de chaque cheville, puis il gardait ça serré. Il était tellement drôle, mais ouais, c'était un gars c'est un dur à cuire qui avait pas peur des batailles, ça, c'est ça. Il y a un des plus grands mystères du hockey, peut-être tu vas pouvoir m'aider à le résoudre, mais ça est relié à Atlanta. Tu as joué avec un gars, justement, qui est un des joueurs les plus mystérieux puis qui a fait son chemin dans l'imaginaire collectif, mais pour d'autres raisons. Peux-tu m'éclairer sur monsieur Patrick Stéphane, qui était le first overall pick de l'histoire des Trashers en 99, puis que finalement a pas eu la carrière escomptée. Puis non seulement ça, que les gens se souviennent pour le bloopers où il a manqué le open net quand il jouait pour les Stars. Dallas. Puis après ça, il a pris sa retraite, puis finalement, mais ce gars-là, tout le monde, puis Brian Burke, il nous l'a même dit quand il est venu sur le podcast, il voulait les Cédines, mais il dit, j'ai essayé d'avoir les trois, d'avoir Stéphane puis les deux Cédines, parce que ce gars-là, et tout le monde s'entendait pour dire que c'était le meilleur joueur du draft. Toi, t'as pratiqué avec, t'as joué avec Patrick Stéphane, what's up? Je pense que c'était tout un joueur de hockey. C'est dur quand tu fais l'évaluation d'un joueur, savoir comment sa carrière va se développer. Je pense que pour Patrick Stéphane, être dans une équipe comme Atlanta, ça a pas été un bon service pour sa carrière en général. Je pense que il aurait été mieux dans une équipe où il aurait été entouré avec plus de vétérans. Puis probablement, c'est Bob Hartley était un entraîneur qui était dur sur ses joueurs, mais ça dépend. Regarde, moi, j'ai eu Norman Flynn, Richard Martel, puis ces gars-là étaient durs sur les joueurs. Ça prend une personnalité
distinctes pour être capable de jouer pour un entraîneur comme ça. Puis je pense que pour Stéphane, il y avait de la misère à vraiment comprendre, tu sais, venir d'Europe, de devenir un joueur de la Ligue nationale de premier plan comme ça. Je pense que c'était pas la situation parfaite pour lui, puis je pense que ça l'a affecté pour le reste de sa carrière, malheureusement. Mais ouais, tu vois que c'était tout un joueur de hockey. C'était pas le plus rapide, il avait pas le plus grand lancer, ça c'est sûr, mais sa vision du jeu était vraiment incroyable. Fait que je sais pas qu'est-ce qui est arrivé exactement avec lui, mais si tu me demandes pour mon court séjour à Atlanta, c'est ce que je peux te dire à propos de lui. Après ça, tu as eu quelques petits passages Washington où tu as joué avec un gars aussi qui est un autre personnage qu'on s'est fait compter. Il y a tout le temps des bonnes histoires reliées à lui, c'est Anson Carter, qui est comme hollywoodien comme personnage. Ouais, Anson, c'est un gars d'Hollywood. Moi, quand je suis arrivé là, Anson, il était plus là, fait que j'ai pas joué avec Anson Carter, mais c'est sûr, j'ai entendu beaucoup d'histoires pour de lui. Puis plus tard dans sa carrière, il est venu puis il a joué avec les Blue Jackets ici à Columbus. Fait que puis là, à ça, c'est sûr, il fait la TV à NBC. Fait que ouais, Carter, son nickname là autour de l'équipe ici, c'était Mr. Hollywood parce que tu sais, il aimait ça se tenir avec les personnalités, surtout. Je pense qu'il passait ses étés à Los Angeles dans le temps. Fait que c'est, tu sais, autant que t'as des gars que tu sais, pendant la saison morte, ils aiment retourner sur la ferme de leur père, puis donner du lait aux poules ou etc. Faire comme Lalo Line, c'était un gars de même. Il retournait en Saskatchewan chaque été, puis il prenait soin de la ferme à son père. C'était ça qu'il faisait. Puis t'as d'autres gars qui aiment ça. Être dans le nightlife avec les célébrités, puis ça, c'était Anson Carter. Après ton séjour de la Ligue nationale, tu as eu t'as décidé d'aller en Europe. Tu sais, t'avais quand même presque 300 games NHL, presque 300 Ligue américaine, tu sais, t'as quand même beaucoup de kilométrage. Qu'est-ce qui fait que tu décides, pis t'es comme, OK, tu sais, il y a plein de monde qui vont dire, ben là, Jean-Luc, t'as joué à NHL, va-t'en pas dans une ligue en Europe. Toi, qu'est-ce qui fait que tu dis non? Tu sais, est-ce que c'est l'amour du hockey? Est-ce que c'est l'argent? Qu'est-ce qui fait que tu décides? Non, moi, je suis encore capable de jouer au hockey. Une des choses qui a fait une différence pour moi, c'est pendant le lockout, la Ligue nationale, je suis allé en Europe. Ma famille est venue visiter un petit peu. Ça a été une belle expérience. Mais pour moi, la grosse différence, c'était que dans la Ligue nationale, j'avais comme le rôle de, j'étais pas un durant career, mais j'étais quelqu'un qui jouait vraiment physique. Fait que tu pouvais pas jouer avec une visière. Puis ce que je me suis rendu compte assez rapidement, c'est qu'il faut que je joue avec une visière si je veux sauver mon œil. Parce que j'avais comme je te disais, j'avais beaucoup de problèmes avec mon œil. Puis je me souviens, je pense que c'est quand j'étais à Washington, je me suis battu une fois, puis je me suis fait frapper juste sur la joue, même pas sur l'œil, sur la joue, puis immédiatement, là, mon œil a enflé, puis je pense que j'ai manqué 2 semaines juste à cause de ça. Fait que je savais que j'avais des problèmes avec mon œil, puis ça aurait été dur pour moi de commencer à jouer avec une visière. Tu sais, à cette heure, c'est normal, mais tu sais, en 2004-2005, c'était pas quelque chose qui était vraiment commun. Alors, pour moi, j'ai dit, bon, ben, les gars, je suis en Europe. J'ai pas besoin de me plaindre ou de dire ça se peut je me batte ou que je me fasse frapper dans la figure. Je peux jouer avec une visière en plus de ça. Puis j'ai vraiment aimé l'expérience là-bas. Fait que pour moi c'était comme une espèce de mix de tout qui est arrivé en même temps. Puis je me suis dit c'est quoi, pourquoi pas aller en Europe. Puis c'est comme ça que j'ai voulu finir ma carrière. Puis sérieusement j'ai aucun regret. Parce que tu as été dans tellement d'endroits, tu sais, en Suède, en Allemagne, puis plusieurs équipes. Qu'est-ce que tu as préféré de chacune de tes destinations, puis chacun des pays, tu sais? Qu'est-ce que tu retiens? Ouais, mon séjour en Allemagne était probablement un de mes préférés parce que j'étais là, puis je m'en souviens, une des saisons, on avait 10 Nord-Américains dans l'équipe, beaucoup d'anciens de la Ligue nationale. Je me souviens, une année, on avait moi, il y avait Darren Vanette de Boston, Jamie Storr de Los Angeles, Craig, je m'en souviens, c'était quoi son nom? En tout cas, on avait 2 autres joueurs de Los Angeles. Fait qu'on avait beaucoup de joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale sur cette équipe-là. Alors, on était vraiment bons. Puis la ville était vraiment incroyable. Fait que j'ai aimé l'expérience culturelle et le hockey en Allemagne. Et puis en Suède,
C'est sûr, en Suède, c'était différent parce que en Suède, tu avais juste droit à 2 importés qui appellent, là. Alors 2 joueurs non européens ou suédois. Fait que j'étais un de 2. Fait que c'était un petit peu plus difficile. Mais j'ai adoré le hockey, puis l'expérience culturelle en Suède également a été vraiment incroyable. Non seulement pour moi, mais pour ma famille. Parce que chaque saison que je suis allé en Europe, ma femme et les enfants sont venus, alors ils ont eu la chance d'aller à l'école dans d'autres pays et vraiment d'apprendre d'autres langages. Fait que c'était vraiment quelque chose que tu te disais à la vie, hey, un jour je vais aller en Europe puis visiter, tu vas là pour une semaine. Moi, j'ai eu la chance de le faire pendant plusieurs années pour ma famille, alors c'était une belle expérience. Je sais pas si je me trompe, mais quand tu as joué en Suède, tu as joué dans la première division, à Leksands par exemple, puis à Leksands, il y avait un gars de 16 ans qui a joué une coupe de match avec vous qui s'appelait Philip Forsberg. Ouais. Est-ce que tu te souviens, puis c'est drôle parce que là, Philip Forsberg, aujourd'hui, c'est un NHL All-Star, mais là, il avait 16 ans. C'est quoi tes impressions de lui à ce moment-là? J'ai pas eu la chance de le voir autant que ça parce que, comme tu dis, je pense qu'il a joué une coupe de match avec nous, mais tu voyais que c'était tout un joueur de talent. C'est sûr qu'il sautait pas sur la glace puis tu disais, wow, ce gars-là, c'est tout un joueur, mais moi, je l'ai vu jouer plusieurs matchs avec son équipe junior également, Alexandre, puis tu vois que c'était un joueur exceptionnel, mais c'était une équipe vraiment talentueuse parce que non seulement on avait Forsberg, on avait Victor Rask, qui était dans l'équipe également, c'est un joueur de centre. Puis lui, je pense, fait repêcher en 2e ronde, puis Olivier Ekman-Larsson, qui a été le premier choix de Phoenix la même saison également était dans l'équipe. Fait que c'était vraiment le fun de jouer avec des jeunes joueurs qui allaient vraiment être des joueurs d'impact dans la Ligue nationale également. Tu as aussi joué avec Andrei Burakovsky aussi qui avait 16 ans. Ouais, Burakovsky était là quand j'étais à Malmö, puis lui c'était comme Forsberg. Je pense qu'il a joué un match avec nous cette saison-là, mais lui à ce temps-là, quand il était à 16 ans, comparé à Forsberg, je dirais que Burakovsky a eu un plus grand impact point de vue sur l'équipe. Là. Il était venu juste pour un match, puis lui, les mains, là, c'était vraiment incroyable. c'était tout un joueur, puis tu savais immédiatement qu'il allait se rendre dans la Ligue nationale. N'importe où il jouait, même si tu l'aurais mis au milieu du Portugal, il aurait trouvé son chemin dans la Ligue nationale. En Suède, ce qui est drôle aussi, c'est que on a parlé de ton cousin Georges. Tu t'es ramassé à rejouer contre Georges. Mais là, après avoir joué contre dans la Ligue nationale, tu te ramasses en division 1 suédoise. Puis Georges, dans ce moment-là, dans sa carrière, il avait été engagé pour un rôle offensif. Ce qui est vraiment comme pas ça pourquoi les fans de la Ligue nationale le connaissaient. Fait que, puis apparemment que toi, t'étais là pour le contrer. Ouais, j'étais là pour le contrer, mais c'était drôle. Mais écoute, Georges jouait dans ce temps-là, il était probablement à 250-255 livres. Puis tu sais, tu vas en Suède, puis tu sais, premièrement, ils sont pas habitués au jeu physique là-bas, complètement. Et, je jouais à 225 livres, puis j'étais un monstre pour eux autres. Fait que, tu sais, tu te dis, dans la Ligue nationale, nous, dans le temps, 225 livres, c'était quasiment la moyenne quand j'ai joué. Fait que en Suède, tu sais, la plupart des joueurs étaient 170 livres, 180 livres peut-être, avec tout leur équipement. Puis t'as un gars comme Georges à 255 livres. Fait que c'était... Disons que Georges pouvait faire pas mal qu'est-ce qu'il voulait. Fait que quand on a joué contre, l'entraîneur était assez direct. Il dit, c'est ton cousin. Il dit, tu vas jouer contre tout le match. Fait que on était sur la glace, puis je te dis, on riait tellement parce que Georges disait, pas toi encore. Il dit, hey, qu'est-ce que tu penses, le gros? Sinon, c'est sûr que tu vas compter un but. Il aurait pu faire qu'est-ce qu'il voulait. Ah ouais, c'est à ce point-là que Georges, il dominait au niveau offensif dans cette division-là? Ouais, mais il dominait offensivement. Puis c'était pas une question de Georges est tellement rapide, ou c'était carrément physiquement, tu sais, il pouvait tasser les gars avec un bras puis faire une passe à un joueur en avant du filet sans problème. Puis en plus, tu sais, les gens sont pas fous là, tu sais, ils savaient la réputation de Georges, ils savaient qu'il allait se battre et s'il fallait, il allait se battre, même si je pense que Georges ne se serait jamais battu en Suède là. Mais tu sais, c'est quelque chose que les gens, y avaient assez peur, puis il y avait de la place à la glace. Disons qu'il n'y a pas grand monde qui venait même pour lui donner un petit coup d'épaule. Ouais, c'est ça. Je veux qu'on parle de Columbus parce que c'est maintenant là que c'est là que tu habites, c'est là que tu vis, c'est relié à ta job, mais on a même pas parlé, mais tout est rendu commentateur des je sais pas c'est quoi le terme exact, mais en tout cas à la couverture des Blue Jackets.
Ouais. Fait que je fais la couverture des matchs pour les Blue Jackets. Fait que je fais la couverture d'avant-match, d'intermission, puis d'après-match avec Fox. C'est Fox Sports qui fait les matchs. Là. Fait que je fais que 82. Normalement, une saison normale, pendant 82 des matchs, je couvre l'équipe carrément à chaque match. Fait que cette année, je suis à l'aréna à chaque 2 jours parce qu'il y a tellement de matchs en aussi peu de temps. Puis ça, c'est quelque chose qui est arrivé un petit peu par chance. J'ai commencé à faire de la radio avec les Blue Jackets pendant les séries éliminatoires au cours des 3 années précédentes. Puis l'an passé, quand Bill Davidge, celui qui avait mon rôle avant, il a décidé de prendre sa retraite. Et, il a eu le cancer, puis il a récupéré. Puis il a décidé que c'était temps pour lui de bouger à la prochaine étape de sa vie en Floride. Fait que il a décidé de s'en aller. Puis là, il y avait un poste ouvert. Puis c'est là que j'ai les Blue Jackets m'en ont parlé, voir si j'étais intéressé. Puis j'ai fait comme on dit mon application avec eux pour la position. Puis j'ai été chanceux, je l'ai eu. Okay, le fait que vous êtes revenu vous installer comme famille à Columbus, y avait-il une raison pourquoi Columbus, vu que vous auriez pu, j'imagine, vous installer où vous voulez? Ouais, ma femme, elle vient de la région de Cleveland. Okay. Fait que c'était une question qu'on voulait être plus ou moins proche de sa famille. Puis c'est pas si loin que ça de Montréal. Puis sérieusement, je me suis fait échanger de Columbus en 2004, je pense. Puis après mon échange, j'ai jamais vendu ma maison ici. Puis on a tout le temps resté à Columbus pendant la saison morte, même quand on était en Europe. Puis en 2007 ou 2008, on a pensé, est-ce qu'on déménage ou on construit une nouvelle maison à Columbus? Puis en fin de compte, on a dit, sais-tu quoi, il y a rien d'extraordinaire à Columbus, mais il y a vraiment rien de négatif point de vue de la ville, de l'environnement, des écoles. Fait qu'on a décidé de rester ici. Fait que j'ai été à Columbus à temps plein, en fin de compte. Depuis ma retraite, j'ai été ici. Et toi, tu habites aux États-Unis depuis plus de 20 ans maintenant. Ce qui me fait me demander, c'est quoi la différence entre, selon dans ton expérience, que tu trouves être parce que tu sais les États-Unis aussi, tu sais s'est passé beaucoup de choses en dernière année avec la pandémie, mais le Black Lives Matter. C'est quoi dans ton expérience la différence entre être noir au Québec et être noir aux États-Unis? Sais-tu quoi? C'est une bonne question. J'ai l'impression que en tant que noir aux États-Unis, pour moi, je suis comme dans une espèce de bulle, une fausse bulle, à cause que c'est sûr que j'ai la chance de vivre dans un beau quartier, de pas avoir à, tu sais, vraiment, je sais pas c'est quoi le mot, mais tu sais, me battre pour n'importe quelle chance, tu sais, à comparer de l'homme moyen ici. Alors, tu sais, je dirais pas que les choses ont été données à moi parce que c'est sûr que j'ai travaillé pour me rendre où je suis, mais j'ai jamais eu l'impression aux États-Unis ici ou n'importe où que j'avais à travailler plus fort que quelqu'un de couleur blanche pour me rendre où je suis. Ou point de vue d'acte de racisme envers moi ou ma famille, ça n'a jamais été quelque chose qui m'affecte directement. C'est sûr que moi, maintenant, j'ai un fils. C'est sûr que j'y pense, ça c'est sûr. C'est quelque chose qui est en arrière de ma tête tout le temps. Et je me demande, c'est sûr que ça va arriver à quelque chose, quelqu'un va lui dire quelque chose ou il va avoir une réaction de quelqu'un juste à cause de sa couleur. Mais c'est pas quelque chose que je dirais m'affecte directement en ce moment. Mais je peux vous dire immédiatement que cet été, quand le Black Lives Matter est arrivé, puis l'incident avec Monsieur Floyd, ça a vraiment ouvert les yeux, non seulement à moi, mais à tout le monde autour du pays. Puis pour moi, c'est vraiment c'est triste de voir ce qui se passe. Mais ça fait tellement longtemps que j'habite pas au Québec que je pourrais pas te dire c'est quoi la différence, malheureusement. C'est sûr qu'il y a certaines villes où c'est plus concentré que d'autres, mais point de vue de nous ici, on n'a vraiment eu d'événements spéciaux qui m'ont dit wow, sais-tu quoi, c'est le temps pour moi de retourner au Québec parce que je peux pas vivre ici. J'ai vraiment rien vu jusqu'à présent.
Puis, parce que tu sais aussi la relation avec les autorités, avec la police, tu sais, beaucoup de gens ont partagé des expériences comme quoi aux États-Unis, au Québec, peu importe, il y a vraiment ce rapport-là que étant blanc, t'es comme vraiment inconscient de ça. Tu l'as pas vécu, de faire arrêter pour rien, nombre de fois. C'est vraiment un historique. Est-ce que c'est quelque chose que tu sentais ça en te promenant? Je me fais suivre par un genre de police, pourquoi je me fais arrêter pour me faire contrôler? T'as-tu vécu des choses comme ça? Non, je me suis jamais fait arrêter. Sais-tu quoi, gars? Je me suis fait arrêter plus souvent, probablement au Québec, quand je venais pendant la saison morte, puis je me suis fait arrêter plus souvent au Québec, juste pour absolument rien, juste pour dire, hey, c'est à qui l'auto, etc., que je me suis jamais fait arrêter aux États-Unis pour quelque chose de même. Fait que c'est juste pour te dire. Donc, c'est arrivé plus souvent au Québec. C'est quoi la différence? C'est partout, tu sais. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Fait que, sérieusement, pendant la saison morte, assez souvent, j'allais, admettons, au gym ou au restaurant, quelque chose, puis je retournais chez nous le soir, puis je conduisais, puis je me faisais arrêter. Puis je me disais, bon, c'est quoi j'ai fait? Puis il me demandait c'était à qui l'auto, puis pourquoi tu conduis une auto avec des plaques américaines, ou pourquoi? Puis là, je me disais, voyons donc, mais sérieusement, quand j'ai changé mes plaques du Québec aux plaques américaines, c'est là que ça a complètement arrêté. Parce que je pense que les policiers au Québec s'en foutaient. Mais quand j'avais des plaques québécoises sur ma voiture, mes premières années professionnelles, je me faisais arrêter sans arrêt. Huh. Pour aucune raison. Est-ce que tu disais ouais là, parce que je commence à faire des liens, là? Tu disais-tu, ouais là, si j'étais pas noir, je pense que ça arriverait pas? C'est-tu quoi? Probablement. Puis ça, c'est quelque chose que, tu sais, j'y pense 20 ans plus tard. Dans le temps, je me disais, c'est quoi le rapport? Tu sais, si t'as rien fait de mauvais, tu sais, c'est pas comme si les polices étaient là, hey, sors de ton auto, puis je veux checker ta voiture. C'était rien de même. Là. C'était carrément, je me faisais arrêter. Puis là, je me dis, ils doivent checker pour comment t'appelles ça, état d'ébriété ou quelque chose de même. T'sais, ils font ce qu'ils font. Puis, mais tu sais, ils me demandaient mes cartes, mes assurances, etc. Je leur donnais, puis ils me redonnaient, puis je partais. Tu sais, j'ai jamais eu d'altercation, de problème avec la police. Mais c'est sûr que une fois que j'ai changé ma voiture, puis j'ai eu des plaques américaines, puis je retournais au Québec, tu sais, ça a arrêté immédiatement. Tu sais, c'est bizarre, tu sais, comment la perception peut être. Hein. Ouais, je trouve ça intéressant aussi que ça t'arrive pratiquement plus au Québec que ça t'arrive à Columbus. C'est quelque chose d'intéressant là-dedans. Ouais, c'est ça. Ça m'est carrément jamais arrivé aux États-Unis. Ça m'est arrivé 2 fois, mais c'est parce que c'est de ma faute. J'ai eu un ticket de vitesse, j'allais trop vite. Ça dérange pas quelle couleur que t'es. Si tu vas trop vite, tu vas avoir un ticket, mais j'ai jamais eu d'autres. T'as pas déjà essayé de sortir d'un ticket de vitesse? T'as pas déjà essayé de sortir d'un ticket de vitesse avec en échange de gear de Dominique Hachek? Ouais, j'ai essayé ça une fois à New York. Ça fait longtemps. C'était après les séries. Ouais, j'ai essayé, mais c'est quoi, il m'a reconnu puis il m'a dit c'est beau, tu peux garder le bâton. Fait que ça, c'est justement le bâton que j'ai donné à mon ami après moi la veille. Qu'il n'aurait jamais eu si ce policier avait accepté l'offre. Ouais, c'est ça. Il y aurait juste un pour mon père dans ce temps-là. Mais sérieusement, tu ris, mais la dernière fois que j'ai eu un ticket de vitesse, ça doit faire 13 ans ou 14 ans. Puis j'ai eu un ticket de vitesse parce que j'allais à peine trop vite. J'allais 42 dans une zone de 35. J'ai eu un ticket. Mm-hmm. Puis la semaine d'après, ma femme, elle s'est fait arrêter. Puis c'était tellement drôle. Elle s'est fait arrêter. Le policier est venu, elle dit « Hey, t'allais trop vite » à ma femme. Puis ma femme, elle dit « Ah ouais. » Puis elle donnait son permis de conduire. Puis on avait des permis de conduire de l'Allemagne dans le temps parce qu'on était juste aux États-Unis pour 3 mois. Puis on retournait en Allemagne l'année d'après. Puis en Allemagne, il faut un permis de conduire allemand. Puis ma femme a donné son permis de conduire allemand. Fait qu'elle l'a donné. Elle dit, puis le policier le regardait. Elle dit, ben pourquoi t'as une licence de l'Allemagne? Puis ma femme, elle dit, elle dit, mon mari travaille là-bas. Fait que là, elle dit, ben c'est qui ton mari? Elle dit, ben c'est Jean-Luc Grandpierre. Puis le policier a dit, t'aurais dû me dire que t'es la femme de Jean-Luc, je t'aurais laissé aller. Il a dit, c'est beau, vas-y. Fait que là, premièrement,
Moi, j'ai un diète. La semaine d'après, ma femme, elle se laisse aller gratuite parce que c'est ma femme. T'sais, voyons donc. C'est pas le même policier, mais je te dis que c'est drôle. Tu tombes pas sur le bon gars. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis tombé sur le mauvais gars. Ben justement, avant de te laisser partir, je veux qu'on parle des Blue Jackets parce que justement, au moment qu'on enregistre, quand on a commencé, je t'ai demandé ça va-tu, tu t'as dit ben moi ça va, mais là les Blue Jackets en ce moment c'est plus difficile. Ouais. Et les Blue Jackets là. C'est toute une affaire que j'ai de la misère à comprendre à bien des niveaux. Les Blue Jackets, comment ça se fait? Parce que toi, t'es là, tu connais l'équipe depuis longtemps. Pourquoi il y a comme une gang qui s'acharne sur Columbus? Je veux que tu m'expliques pourquoi les gars restent jamais à Columbus. Que ce soit Bob, que ce soit Duchesne, que ce soit Zingle, que ce soit Jeff Carter, que ce soit Artemi Panarin. Tous les choix de première ronde des Blue Jackets ont été échangés. Brassard, Voracek, Filatov, Jurdev, Rick Nash a fini par être échangé aussi, puis ça lui a permis d'aller en finale de la Coupe d'ailleurs. Et récemment, Pierre-Luc Dubois, c'est-à-dire le 3e overall, il est même pas encore dans son prime. Jean-Luc, qu'est-ce qui se passe à Columbus? Sérieusement, j'ai aucune idée. C'est sûr qu'il y a certains joueurs que ça dérange pas parce que, écoute, Matt Duchesne, ben, je le regarde en Nashville, puis je te dis, les Blue Jackets sont chanceux de pas l'avoir signé parce que je pense pas qu'il y a un mois était prêt à le payer qu'est-ce qu'il voulait. Tu sais, ça, c'était sûr qu'ils voulaient trop d'argent, puis Nashville, eux autres, ils étaient prêts à payer, puis là, c'est eux autres qui doivent vivre avec les conséquences de ça. Ouais. Panarin est parti, mais Panarin, je pense que ça dérange pas s'il jouait à Montréal, à Toronto. Il voulait jouer à New York. Ouais. C'était clair dès le début que lui, New York, c'est où qu'il voulait aller. Écoute, les Islanders de New York vont faire plus d'argent que les Rangers pour Panarin parce qu'ils savaient qu'il était à New York. Mm-hmm. Puis Panarin, il voulait jouer pour les Rangers. C'était clair dès le début que même à 25 millions par année, il allait pas le prendre. Il voulait vraiment jouer à New York, ça c'était sûr. Bobrovsky, c'est dommage. Bobrovsky, je pense que il y a quelque chose qui s'est passé entre lui et l'organisation. Je sais pas c'est quoi exactement. Je pense qu'il voulait être le gardien le plus haut payé. Puis je pense pas que les Blue Jackets étaient prêts à faire ça, malheureusement pour lui. Pierre-Luc Dubois, c'est une énigme. Pierre-Luc Dubois, je pense que il dit que c'est pas l'entraîneur, mais il doit avoir quelque chose qui s'est passé entre lui et John Tortorella. Sauf que je suis pas sûr que c'est ça exactement parce que Pierre-Luc a acheté une maison à Columbus parce que Pierre-Luc, il faisait juste, il avait juste un appartement puis il a acheté une maison au mois d'août après la saison. Mm-hmm. Tu sais, fait que tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé cet été que Pierre-Luc a décidé, je veux me faire échanger quand tu viens de construire une maison flambant neuve à Columbus après 3 ans. Fait que je sais pas c'est quoi qui est arrivé. Fait que, tu sais, des fois, c'est sûr, tu regardes le résultat puis tu te dis, ben, ce gars-là est parti, ce gars-là est parti, ce gars-là est parti, mais tu sais, tu regardes à l'histoire en arrière de vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Ma plus grosse énigme en ce moment, c'est Pierre-Luc Dubois. Je sais pas exactement c'était quoi la raison derrière. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est sûr qu'on va le savoir, mais pour l'instant, sérieusement, même pour moi, j'ai aucune idée c'était quoi. Sais-tu que les joueurs, c'est-tu parce que c'est pas assez un gros marché de hockey? C'est-tu Kekalainen, comment il gère les dossiers? Tu sais, parce que le fait aussi que les joueurs aussi sont souvent échangés, les joueurs de première ronde. Tu sais, je sais pas si tu te souviens, Steve Mason avait gagné le Calder à l'époque. Puis on disait, bon, ils ont un goaler pour 15 ans, 3 ans après, 4 ans après, Steve Mason n'était plus dans la ligue. Tu sais, c'est comme, mais voyons, comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Non, c'est vraiment, c'est un mystère. C'est vraiment un mystère, tu sais, tu dis, c'est sûr que Kekalainen, ils ont fait des bons échanges parce que, tu sais, quand ils ont envoyé Voracek à Philadelphie, tout le monde capotait parce que, hey, Voracek, c'est tout un joueur, mais tu sais, en fin de compte, ils ont reçu Bobrovsky pour, tu sais, puis Bobrovsky a été tout un gardien ici pendant 7 ou 8 années. Puis, tu sais, même chose avec Ryan Johansson quand il est parti, choix de première ronde, mais tu sais, t'as reçu Seth Jones en retour. Puis même pour Pierre-Luc Dubois, c'est sûr que t'as Patrick Laine, mais Pierre-Luc, c'était un joueur de franchise, un joueur de centre, puis c'est ça que les Blue Jackets avaient besoin, puis là, ils l'ont perdu, puis là, ils en cherchent un, tu sais. Bonne chance d'essayer de trouver un joueur de calibre de Pierre-Luc Dubois au centre à cette heure. Fait que, il s'est passé quelque chose.
Mais sérieusement, j'ai aucune idée c'est quoi. Toi, vu que tu es dans l'entourage de l'équipe puis tu connais mieux les personnages, parle-moi un peu de Jarmo Kekalainen, tu sais, qui est quand même bien respecté comme GM à travers la ligue, tu sais, puis qui est le premier GM européen, je pense, de l'histoire, si je me trompe pas. Ouais, il est bien respecté. C'est un gars qui a une relation assez spéciale avec son entraîneur. Lui puis Tortorella, tu sais, ils se respectent, mais tu sais, ils se chicanent tout le temps, puis ils vont te le dire publiquement. Ils se chicanent sans arrêt. Mm-hmm. C'est tellement drôle parce qu'ils ont deux visions différentes, point de vue de développement et l'équipe. Mais si tu regardes les échanges qu'il a fait, sérieusement, pour moi, le seul échange en ce moment qui a l'air ridicule, c'est celui de Max Domi pour Josh Anderson, parce qu'on peut dire que Josh Anderson, jusqu'à présent, cette année, c'est toute une belle surprise à Montréal. Puis malheureusement, pour Max Domi, les choses vont pas très bien ici à Columbus. Ils l'ont acquis en tant que joueur de centre. Puis il a vraiment eu de la misère jusqu'à présent cette saison. Mais si tu regardes le nombre d'échanges qu'il a réussi à faire, même l'échange pour Panarin contre Brandon Saad, c'est tout un vol. Je pense que tout le monde dans la Ligue était en choc quand c'est arrivé également. Mm-hmm. Fait qu'il a fait des bons échanges, mais c'est un gars qui est patient. Puis souvent, pour les partisans, c'est dur de voir la patience, surtout quand ça fait 20 ans que la franchise est ici puis t'as pas encore vraiment gagné quelque chose de substantiel en séries éliminatoires. Parce que Josh Anderson, ça aussi, il y avait eu c'est entre lui et l'organisation, là, il y avait un petit riff parce que la manière qu'il voulait récupérer de sa blessure. C'est ça aussi, c'est parce que je pense pas qu'il voulait échanger Josh Anderson contre Max Domi. C'est que Josh a fait, je signerai pas ici, là, ce qui est arrivé avec ma blessure, j'ai pas aimé comment ça a été géré. Fait que le Canadien a récupéré Josh Anderson, mais c'est une autre affaire que tu fais. Voyons, qu'est-ce qui s'est passé avec cette affaire-là? Exactement. Mais t'as parlé de, je pense que c'est inévitable, c'est de Torts, de John Torts qui est très flamboyant, qui donne un bon show, faut le donner au gars, qui aime ça revirer de bord des journalistes, puis que clairement son feud avec Pierre-Luc était vraiment très public, là, j'étais mal à l'aise pour eux. Tu vois ce qu'ils rappelaient au banc, ils sont échangés. Je sais pas, je peux pas le parler. Puis, Torts, est-ce que tu penses à Kekalainen, justement, Kekalainen a quand même fait un vœu de loyauté en disant à Pierre-Luc, c'est toi qui vas être échangé. Il aurait pu dire, OK, on va mettre Torts out, on va garder le gars de 22 ans pour les 15 prochaines années. Mais il a quand même gardé Torts. Est-ce que tu penses que Torts, puis là, hier encore, au moment d'enregistrer, il a benché Laine pour, je pense, en tout cas, la moitié de la troisième, il a pas pu jouer de l'overtime. Puis ça, c'était la deuxième fois que ça arrive avec Laine. Bon, la première, c'était à cause d'un incident avec un assistant coach, mais c'est pas facile. C'est pas facile avec Torts. Est-ce que tu penses qu'il y a une date d'expiration qui s'en vient? C'est sûr, il y a tout le temps une date d'expiration pour tous les entraîneurs. Pour Tortorella, je pense que personnellement, il n'a pas signé d'extension. Je pense qu'il va signer une extension, puis je pense pas qu'il est intéressé à retourner nécessairement l'année prochaine comme entraîneur. Je pense que c'est un gars je serais pas surpris s'il prend sa retraite carrément du coaching après cette saison. Il y a beaucoup d'intérêt à l'extérieur du hockey en ce moment pour lui. Puis je pense que surtout pendant le lockdown, là, la pandémie, je pense qu'il a découvert que la vie à l'extérieur du hockey, c'est pas mal plus relax pour lui. Puis il parle tout le temps qu'il est vers la pente de descente vers la fin de sa carrière en ce moment. Fait on va voir qu'est-ce qui va se passer. Sais-tu quoi? Moi, j'ai parlé à beaucoup de joueurs directement à propos de John Tortorella. Puis de tous les joueurs à qui j'ai parlé, qui ont joué pour, qui se sont fait échanger plus tard, dans des conversations personnelles, j'ai jamais entendu une chose de négative à propos de lui. Puis c'est tellement bizarre parce que tu parles des joueurs, c'était pas des joueurs d'impact nécessairement. On parle de joueurs de deuxième, troisième plan, Puis il y a jamais personne qui m'a dit non, c'est quoi, je suis pas capable. C'est sûr des fois ils sont tannés de l'entendre. Puis mais il y a jamais personne qui a dit c'est quoi, il traitait ce gars-là différemment de ce gars-là ou il faisait trop ça, pas assez de ça. Fait que c'est vraiment bizarre, mais la perception du public puis des médias de John Tortorella est différente parce que il est pas. Puis ça c'est vraiment son problème. C'est pas le gars qui est le plus
collaboratif avec les médias. Alors, puis tu sais, les médias, ils peuvent te faire, puis they can make you or break you, ils disent en anglais. Ils peuvent vraiment assassiner ton caractère super vite si tu fais pas ou tu réponds pas aux questions comme tu devrais les répondre. Puis je pense que c'est un petit peu de ça avec lui en ce moment également. Ouais, je pense que certains diraient que c'est le vieux truc du coach d'attirer l'attention sur lui pour le dévier des joueurs. Mais je sais pas si ça le sert toujours au final. Là. Ça, c'est exactement. C'est lui qui va te dire. Mais parce que la perception, c'est pas nécessairement ça. Non, exact. Parce que je sais que les joueurs souvent l'apprécient après coup. Tu sais, Vincent Lecavalier, il se pognait avec lui à grands coups de à grandes engueulades, mais à posteriori, il fait bon, c'est sûr. C'est à cause de lui qu'on a gagné une coupe. Bon. Mais, mais pendant, c'est peut-être un petit peu moins fun. Il y a une affaire, dernière affaire avant que je te laisse aller, que c'est un fun fact à propos de toi qui me fait vraiment rire. Je me suis dit, c'est vrai? C'est plus Jean-Luc Grandpierre, agent immobilier? Ben oui. Ouais, ça fait 11 ans que je fais de l'immobilier, ouais. Fait que, joueur de hockey, NHL, Europe, commentateur, agent immobilier, gardien amateur dans la Top Shelf, mais surtout agent immobilier, ça fait 11 ans que tu es agent immobilier. Ouais. Dès que j'ai pris ma retraite, je savais que c'est ça que je voulais faire. Fait que j'ai eu ma licence pendant que je jouais encore. Puis j'ai commencé à vraiment apprendre, de la compagnie avec qui je suis là encore. Ça fait 11 ans que je suis là. Puis ouais, chaque année, je vends, je dirais, je vends environ d'année en année entre 13 et 22 millions par année en vente de maison. Fait que je suis occupé, je suis très occupé sans arrêt. Fait que c'est pas, je fais pas ça juste pour le fun, 2-3 maisons. Là, j'en fais pas mal là, chaque année. C'est combien de maisons ça par année? 13 à 22 millions? Ça dépend. Ma meilleure année jusqu'à présent, j'en ai fait 41. Mais là, l'année passée, j'en ai fait, avec le hockey, j'étais tellement occupé, j'en ai fait 19 l'année passée. J'ai fait 19 l'année passée. Ouais. Si on fait un calcul rapide, un pourcentage de ça fait une année qui est le fun. Ouais. Non, c'est le fun. J'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens. Puis, tu sais, c'est vraiment quelque chose que je prends vraiment à cœur. Ça, c'est sûr. Puis je l'avais dit aux Blue Jackets quand j'ai pris la position avec Fox que c'est quelque chose que je vais couvrir le hockey, mais je vais pas laisser partir l'immobilier parce que c'est vraiment quelque chose que je suis passionné. C'est-tu plus intéressant financièrement de jouer au hockey dans la première division suédoise ou d'être agent immobilier en Ohio? Agent immobilier, ouais, c'est sûr. C'est moins tough physiquement aussi. Pardon? C'est plus facile sur le body aussi, je pense. Ouais, c'est pas mal plus facile. Ouais, c'est aussi difficile mentalement, sérieusement, parce que des fois, c'est pas mal stressant, mais sérieusement, je m'amuse vraiment à le faire également. Fait que si tu peux te réveiller le matin puis aimer qu'est-ce que tu fais pour vivre, pour payer les bills, là, ben, t'es un homme heureux, fait que je suis très content. Ton gars, est-il un joueur de hockey ou tes filles? Je sais pas, t'as combien d'enfants? 2. Ma fille est professeure d'école. Puis mon gars, lui, il joue au hockey, mais là, cette année, avec la pandémie, il n'a pas joué. Fait que là, il prend ça tranquille. Il a eu sa licence, il a sa voiture, fait que il fait juste l'école à la maison, mais il va probablement recommencer le hockey la saison prochaine. Ouais. Ah, OK, ils sont quand même plus vieux, là, tes enfants. Là. Ta fille travaille déjà. Ouais. Ouais, mon fils, il a 16 ans, fait que c'est mon plus jeune. Ouais. Ah, je suis vieux, moi. Je suis vieux, là. Hey, j'ai 44 ans. Ah oui, mais t'as l'air de 26. Merci, j'apprécie. Les gens voient pas, t'as une peau de bébé. Ouais, je pense que c'est ça, une peau de bébé. Jean-Luc, ça a été un plaisir de jaser. Merci énormément de ta générosité. On a fait, mon Dieu, plus qu'1h30 parce que en bonne compagnie, le temps passe rapidement. Je vois même une guitare à l'arrière. Est-ce que tu manies les cordes? Ouais, je les maniais. J'ai commencé à jouer quand j'étais en Suède pendant une des saisons parce que j'avais rien d'autre à faire. Fait que j'ai appris à jouer à la guitare un peu. Fait que j'ai encore une guitare. Je joue une fois de temps en temps, mais ça fait trop longtemps. C'est quoi les doigts sont tout mous, là. Fait que je recommence. T'as plus de cornes. C'est quoi tes hits? C'est quoi tes go-to? Je suis un gros fan de Ed Sheeran. Fait que je joue pas mal de Ed Sheeran, puis ouais, Ed Sheeran. C'est pas mal tout ce que j'ai vraiment de l'admiration pour lui. Fait que c'est ce que j'essaie de jouer là. Est-ce que tu chantes en même temps que tu joues?
Pardon? Est-ce que tu chantes en même temps que tu joues? Ouais, je peux chanter, mais ma femme aime pas ça. Elle dit que j'ai pas une bonne voix, fait que je la laisse chanter à la place. Tu chantes-tu Baby I? Ouais. Toi, t'as une voix, moi, j'en ai pas. Non. Tu savais que c'est Jay du Temple qui m'a conté cette histoire-là que apparemment que le succès pas le succès, mais le breakthrough de Ed Sheeran serait relié à Jamie Foxx. T'as-tu entendu cette histoire-là? J'ai pas entendu, mais je peux te dire que j'ai vu Ed Sheeran la première fois que je l'ai vu, il était ici à Columbus. C'était une petite salle de probablement 1200 personnes. J'aime vraiment la musique, puis je me souviens, la première fois que j'ai vu James Blunt, c'était à Columbus, une salle de 500 personnes. Puis on a vu Ed Sheeran probablement 6 fois depuis ça, puis c'est sûr, là, c'est rendu, il remplit les stades, mais c'est pas mal fun de voir des artistes comme ça, surtout européens, parce que on a vécu en Europe, de les suivre dans leur parcours quand ils arrivent ici aux États-Unis, puis pouvoir les vraiment prendre dans une situation intime. Fait que c'est pour ça que j'ai tout le temps aimé Ed Sheeran puis James Blunt, parce que j'ai vraiment commencé à les suivre quand il était, tu sais, genre, dans une petite salle de 500 à 1000 personnes. Fait que les voir dans les gros stades à cette heure, c'est quasiment, c'est comme si je faisais partie du parcours. Ben oui, c'est ça. T'es en avant t'es en avant de la courbe, t'es un hipster. T'écoutais du Ed Sheeran avant qu'il joue, avant Shape of You. Oh, ouais. Puis, apparemment, quand il a bougé à LA ou quelque chose, l'histoire avec Jamie Foxx, c'est que lui, il faisait des shows, puis il faisait ses affaires, puis il était pas connu ou il faisait pas d'argent, puis il y avait pas d'endroit où habiter, puis je pense qu'il couch surfait chez du monde, Ed Sheeran. Je veux dire, il est milliardaire, là, c'est fou de penser ça, mais c'est malade. Puis il a fait un show dans un contexte, puis tu sais, il a une voix très soulful, là, je pense que Jamie Foxx a dû vraiment aimer parce que lui aussi il a ça dans sa voix. Puis il a dit yo, t'es bien bon, viens dormir chez nous. Puis apparemment que Jamie Foxx a hébergé Ed Sheeran pendant un bout. Puis c'est incroyable, hein? Ouais, fait que ça pour dire Ed Sheeran, il a dû repayer une coupe de bière à Jamie Foxx depuis. Oh, sure. Il peut. C'est ça. Jean-Luc, merci énormément d'avoir pris le temps. Hey, merci. En espérant que tu passes au Québec, puis peut-être qu'un jour tu joues à la classique KR à Kevin. Ben ouais, ça serait le fun, hein? Je vais emmener mon équipement de gardien. Oui, sérieusement, ça vaudrait la peine. Merci encore, puis passe une excellente journée. Hey, toi aussi. Yes, salut, bye. Merci à Jean-Luc d'être passé au podcast. Ça a été un réel plaisir de le rencontrer. Je vous rappelle, si vous voulez avoir quelque chose à vous mettre sous là-dedans, Stachny, le documentaire sur YouTube. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de Dread sur le Tape. OK, take it away. Woo!